Il est depuis un bon moment le pilote du Photon Millennium. Merci d'accueillir notre Han Solo à nous, Jean-Baptiste Auroux. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour David, bonjour à tous. Très heureux d'être là pour cette première émission avec vous. Cet homme bénéficie de près de 300 jours de nuit dégagée par an, ou en bénéficiera bientôt quand son prochain observatoire sera achevé, notre ami Aziz Kewash. Bonjour Aziz. Bonjour David, bonjour à tout le monde. Le troisième chroniqueur est tellement exigeant avec lui-même qu'il ferait passer Platoon pour un cartoon de Walt Disney. Bonjour Mathieu. Salut David, bonjour à tous. Quatrième chroniqueur, pas des moindres, il est l'homme des photos improbables, celui qui murmure à l'oreille de la NASA, l'ami des astronautes dont il immortalise les sorties extravéhiculaires, monsieur Thierry Legault. Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Et enfin, notre dernier chroniqueur, qui lui aussi a la tête perdue dans les étoiles, et c'est à l'astrophoto, ce que Looping est à l'agence touriste, un véritable casse-cou de l'astrophoto. Mathieu Tequi, bonjour Mathieu. Bonjour à tous, ravi d'être là. Merci à tous d'être réunis pour cette première, ma foi, parce que je pense que c'est peut-être même une première mondiale de faire un talk show sur l'astrophoto. La première des rubriques que l'on va attaquer s'appelle la mise en station, et on y va maintenant. Donc, premier thème de cette rubrique qui va consister à débattre de différents sujets en rapport avec l'astrophoto, un sujet assez généraliste. Notre premier thème ne va pas forcément faire plaisir à tout le monde et peut diviser pas mal, et divise déjà pas mal dans la communauté des astrophotographes. Des sociétés proposent aujourd'hui des télescopes automatisés pour observer le ciel profond sans connaissance particulière. Donc, on sera à Unistellar qui propose le V-Scope, un appareil comprenant grosso modo monture Go2, télescope, système d'imagerie pour environ 3 000 €, et Vaonis qui propose le Stellina pour un peu moins de 4 000 €. Pour vous, messieurs, ces appareils qui ne demandent aucune connaissance, et je le rappelle parce que c'est aussi un des arguments commerciaux utilisés pour la vente de ces produits, constituent-ils l'avenir de l'astrophotographie ou une insulte à l'astrophotographie? Qui veut commencer? Mathieu, voilà, tu as été le premier à bouger, tu as perdu. Non, ce que j'allais te reprendre parce que je n'ai pas regardé spécifiquement les fiches de ces appareils, Ouais. mais est-ce que ce n'est pas quand même déjà le principe d'une monture azimutale? C'est-à-dire qu'il y a quand même une petite mise en station à faire avec une reconnaissance sur une, deux, voire trois étoiles, donc une triangulation pour pouvoir quand même derrière pointer l'objet automatiquement. Bien, je ne crois pas, justement. Il me semble que ça fait tout seul, donc tu as raison. Mais je crois que l'appareil, effectivement, s'oriente tout seul avec GPS, boussole, et puis aussi il sait reconnaître, je crois, des principales constellations, puisqu'il a un système d'imagerie intégré qui lui permet de savoir où il est et dans quelle direction il pointe. Donc je pense que ça fait vraiment les choses tout seul, le plus possible tout seul. Donc, je confirme que c'est bien totalement automatisé. Hein, je pensais que c'était comme une monture azimutale du coup. Mais oui. Non. Alors, ça fait vraiment tout seul. On a juste à le poser. Ouais. C'est ça. Mais c'est azimutal, effectivement, dans ma compréhension. Oui, c'est azimutal. Ouais, mais je pensais qu'il y avait un minimum de triangulation à faire sur trois étoiles, on va dire brillantes, mais pas forcément reconnaissables, pour pouvoir derrière, justement, qu'ils puissent s'orienter. Mais même pas alors. Non, même pas. D'accord. Alors, est-ce qu'il y en a un qui a, plutôt qu'une question, déjà une opinion sur l'appareil? Je trouve alors, l'avenir de l'astrophoto, je ne sais pas. En tout cas, l'avenir du visuel assisté, je pense, en complément de l'observation visuelle à l'oculaire, qui restera probablement un plaisir pour bon nombre d'entre nous. Peut-être que cet appareil vient comme un complément pour pouvoir afficher sur un écran des objets qui, en visuel, n'apparaîtraient pas ou pas suffisamment. Évidemment pas en couleur. Alors, je pense qu'il y a une dimension intéressante en termes de pédagogie et d'animation de soirée, par exemple, Nuit des étoiles ou autre, et peut-être un complément pour ceux qui sont plus friands de voir des objets en couleur, par exemple, ou de les voir mieux qu'à l'oculaire, d'avoir ce type d'observation. Peut-être certains vont être férus d'uniquement ce type d'observation, peut-être d'autres en complément de l'observation visuelle, et sûrement d'autres y seront réfractaires parce que ne retrouveront pas la magie, la féerie ou la dimension contemplative de l'observation à l'oculaire. Après, parler d'astrophoto, voilà, moi, je ne pense pas que ce soit l'avenir de l'astrophoto à proprement parler, à moins qu'on soit surpris et qu'il développe et qu'il implémente des algorithmes de traitement d'images très sophistiqués qui permettent de sortir des images vraiment de haute qualité.
de cet appareil. Je ne sais pas si on y sera à ce point-là un jour, peut-être. Oui, c'est-à-dire que aujourd'hui, pour moi, c'est ni une insulte à l'astrophotographie, parce qu'après tout, il n'y a pas qu'une seule manière de faire de l'astrophotographie. Et les 6 personnes qui sont là aujourd'hui sont des astrophotographes qu'on pourrait qualifier d'exigeants. Pas dans l'absolu, mais il n'y a pas un seul type d'astrophotographe. Il y a des gens qui sont très contents de pouvoir garder un souvenir de ce qu'ils ont pu observer, même si la photo n'est pas fantastique. C'est-à-dire, tout le monde n'a pas le même niveau d'exigence avec l'astrophoto, tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance de l'astronomie, et clairement, c'est instruments pour moi qui s'adressent plus à des gens qui sont débutants, voire complètement néophytes, ou à des clubs, plus pour des manifestations et des événements. Mais aujourd'hui, c'est ni une insulte pour moi à l'astrophotographie, ni l'avenir de l'astrophotographie au sens où nous, on l'entend, c'est-à-dire avec une certaine exigence de qualité et puis une certaine adéquation entre le prix investi et le résultat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour le prix de ces instruments, on peut pour bien moins cher sortir des photographies qui sont bien meilleures, à mon sens. Par contre, comme dit Mathieu, si dans 5 ans, il suffit de poser un appareil comme ça et d'obtenir une photo 10 fois plus belle, ou au moins où on ne voit pas la différence avec une photo avec un setup où on s'embête à tout monter, à suivre pendant 10 heures, et là, on se reposera la question. Mais aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas le cas. C'est ni l'un ni l'autre, ça se situe plus, c'est pas destiné au même public. Et pour moi, ça ne s'adresse pas à des gens qui sont vraiment à fond dans l'astrophoto. Alors, je me permets le matériel n'est pas évolutif. Oui, je comprends. Je me permets d'intervenir juste sur un point. La question est posée et libellée volontairement telle qu'elle l'a été, parce que j'avais suivi un petit peu, moi, au moment où j'ai démarré, en fait, ces télescopes ont été annoncés pour certains, et j'ai suivi sur des forums, notamment Web Astro, pour ne pas le citer, des discussions autour de ces appareils qui étaient d'une extrême animosité. Voire extrêmement, les gens avaient la dent vraiment très très dure. Trop, parce que moi, je considérais aussi que le visuel assisté avait son importance. C'est pour ça que je voulais avoir votre opinion, parce que tous, parmi vous, vous avez une courbe de progression qui s'étale sur plusieurs années et qui, sans faire injure à personne, n'est nécessairement pas terminée. Je veux dire, je pense qu'il n'y en a pas un parmi vous qui n'attend pas la prochaine photo pour essayer de la faire mieux que celle d'avant. Vraisemblablement, ça va un peu avec le truc. Là-dessus, je vais me tourner vers Thierry. Toi, tu penses quoi de ces appareils? Tu partages l'opinion de Jean-Baptiste et Mathieu par rapport au fait qu'en visuel assisté, c'est très bien. Est-ce que tu y vois un avenir? Est-ce que tu vois un problème? Alors, ce qui est nouveau d'une manière générale peut susciter des réactions assez violentes. Je veux dire, les débuts de l'image numérique, alors c'était à la fin des années 80, début des années 90, avec des capteurs avec 3 pixels qui se battaient en duel, des pixels énormes. Alors, ça faisait des étoiles carrées, des cratères carrés, enfin, tout était carré, donc ça faisait rigoler beaucoup de gens qui faisaient de l'argentique à l'époque ou rien. Bon, maintenant, ça fait longtemps qu'il ne rigole plus. Moi, je pense que, je rejoins un petit peu ce qui a été dit, je pense que c'est complémentaire. Je pense que si ça ne trouve pas son public, ça disparaîtra, mais si ça trouve son public, tant mieux. En plus, c'est des boîtes françaises pour certaines, donc voilà, l'industrie française, il faut la soutenir, donc c'est très bien. Je pense que effectivement, il y a différentes approches de l'astro-amateur. Nous, effectivement, alors le mot exigeant, moi, je l'ai compris comme des casse-pieds monomaniaques, voire obsessionnels. Alors, tout le monde n'est pas dans cet esprit-là. Moi, je me souviens d'un collègue de bureau qui dit « Oh, j'aimerais bien acheter une petite lunette, voilà, enfin, l'offrir à ma femme pour son anniversaire, ça qu'on observe un peu. » Puis en fait, la lunette, elle a fini au placard très, très vite parce qu'il ne savait pas comment la mettre en station, il ne savait pas quoi regarder, quand, comment, et puis ça s'est arrêté très, très vite. Donc, quelque chose d'automatisé pour amener les gens à l'astro, que ce soit du visuel assisté, soit de la photo, petit à petit, sans que ce soit trop rébarbatif ou trop effrayant au départ. Mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais regarder dans tous ces points lumineux qui clignotent au-dessus de moi? Moi, je trouve que c'est bien. En tout cas, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux que passer son temps derrière un écran d'ordinateur à regarder des photos de Hubble, un écran d'ordinateur ou un smartphone. Au moins, les gens là, ils sont dehors, sous les étoiles, peuvent lever les yeux, voir d'autres choses que ce que l'appareil montre.
Et je trouve que c'est quand même autre chose que d'être toujours coincé derrière un écran et toujours derrière du virtuel, du virtuel. Alors, on peut dire c'est semi-virtuel parce que l'appareil donne une image, c'est pas du visuel avec un oculaire. Malgré tout, moi, je pense que si ça peut amener des gens à l'astro, c'est très bien. Ça m'est arrivé, c'est intéressant ce que tu dis Thierry, parce que ça rejoint tout à fait ce qui m'est arrivé dans le cadre professionnel il n'y a pas longtemps. Quelqu'un qui n'y connaît rien à l'astro, vraiment, après avoir parlé un petit peu avec lui, je sentais que vraiment il n'avait pas envie de s'investir, mais c'était plus pour en famille, l'été, pouvoir observer un petit peu, mais il voulait vraiment rien avoir à regarder. Voilà. Moi, je lui ai même je lui ai conseillé de regarder ce type d'appareil, justement, en sachant que de toute façon, cette personne-là n'avait a priori aucune envie de s'impliquer, de passer du temps, et pas forcément le temps d'ailleurs. Mais voilà, je lui ai dit, typiquement pour ce genre de personnes, ça peut avoir un intérêt en famille pour regarder. Et bien sûr, comme on le disait, pour bien d'autres personnes qui font du visuel assisté ou autre, même si c'est pour ça aussi que ça râlait sur les forums, notamment. Mais vraiment, les férus de visuel assisté ont un peu le même type d'argument que les astrophotographes, à savoir qu'on peut faire mieux pour moins cher. Mais c'est un budget, c'est un gros budget pour l'instant. C'est des appareils qui sont vraiment pas à la portée de toutes les bourses. Mais c'est un peu le cas de tout ce qui démarre aussi, que ce soit les téléphones portables ou les ordinateurs portables. Je me souviens de mon premier ordinateur portable au début des années 90. J'en avais besoin pour faire justement de l'astro avec ma première caméra CCD. Je l'ai payé les yeux de la tête, quoi. Donc tout ce qui démarre, forcément, c'est cher, c'est produit en petite quantité. Il faut amortir la recherche et développement. On va espérer aussi que les prix vont diminuer, ce qui pourrait amener plus de gens à utiliser cet appareil, quitte à ce qu'ils se passe à autre chose après s'ils veulent persévérer. Ceci dit, on a vu des choses aussi qui automatisaient un petit peu les télescopes. Je pense notamment, il y a 2 ou 3 ans, je crois, le StarSense de Celestron, qui finalement était un module indépendant de plate solving qui prenait toute une série de photos, communiquait avec la monture et permettait d'automatiser les fonctions pour retrouver exactement un objet. Ça n'avait pas provoqué de vague d'énervement particulière à l'époque, ça. Ah bah non, mais l'automatisation n'est pas forcément la même avec le StarSense qu'avec les 2 télescopes qu'on vient de citer là. Moi, je vois plus ces deux télescopes un petit peu moi comme une manière pédagogique ou plutôt pour les scolaires afin de découvrir. C'est plus à type de découverte que je vois ce truc-là. Et effectivement, et c'est un truc que Thierry a très bien dit, si ça peut faire sortir les gens, parce que les gens restent de plus en plus enfermés, ça peut être aussi vraiment pas mal. Une fois qu'ils ont l'objet qu'ils vont découvrir, on va dire, à travers ces télescopes, pouvoir le regarder après de visu si c'est possible, ou montrer derrière, ça peut déboucher à chaque fois soit sur de la photo, mais alors là, je pense que s'ils sont exigeants, effectivement, il faudra, en tout cas aujourd'hui, aller sur des setups un petit peu plus améliorés et moins chers, en fait. Ou sinon, ils peuvent aussi très bien s'orienter sur du visuel une fois qu'ils ont la cible, peu importe. Mais pour moi, le StarSense, il n'est pas... C'est un petit peu comme le Lacerta MGN ou ce genre de choses. C'est plus des moyens qui permettent de simplifier, on va dire, l'automatisation après notre setup. Mais à partir du moment où il y a une image et une imagerie à faire, et derrière donc un pré-traitement et surtout un traitement, là, c'est plus du tout la même chose. Je suis complètement d'accord, mais je prenais l'exemple simplement pour que quand Thierry parlait d'une nouveauté qui peut, à un moment ou à un autre, heurter quelque chose. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le Lacerta, c'est, je crois, MGN. C'est un système d'autoguidage autonome qui comprend la caméra et la gestion du suivi directement sur un tout petit écran. Moi, je pense que par rapport à ces 2 télescopes, il y aura toujours des réfractaires aussi, pour une raison toute simple, c'est qu'on l'a bien vu aussi à travers certaines personnes qui essaient de montrer leurs trucs et astuces pour de l'astrophoto, c'est que ça va être aussi propre à chaque setup. Donc, le traitement va être différent. Il faut adapter tous les traitements. Et c'est ça qui va être très compliqué. C'est qu'avec ce type d'appareil, il y a un traitement précis, on va dire, optimisé pour ces appareils, qui ne nous plaira peut-être pas, ou qui plaira à certains. Mais je trouve ça compliqué, moi, de faire à moins qu'on puisse avoir la main dessus. Mais aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas s'attendre, en tout cas, à avoir une image avec nos setups actuels d'imagerie. D'accord. Aziz, ton opinion, toi, là-dessus?
Je rejoins tout le monde, quoi, parce que tout simplement, je vois que à l'instant actuel, ce sont des outils complémentaires. Certes, ils ne rivalisent pas avec un setup ordinaire, mais quand même, pour l'instant, ça touche surtout les soirées. Moi, je vois qu'ils touchent exactement, ou plus précisément, les soirées en groupe ou plutôt les lambdas qui ne veulent pas se casser la tête pour la mise en station, l'équilibrage et tous les aspects techniques de l'astrophotographie, c'est tout. À moins s'il y a une évolution, et je pense qu'il y aurait une évolution par la suite, et peut-être ça sera, je sais, peut-être ça sera le futur de l'astrophotographie, quoi. Alors, si ça ne vient pas de... Alors, quand tu parles d'évolution, je distinguerais deux choses. L'évolution de ces entreprises-là, qui peuvent proposer sans doute des produits automatisés à partir de la base de leur développement, avec peut-être des optiques interchangeables ou la possibilité, je sais pas, d'accroître l'intelligence, peut-être une intelligence artificielle derrière au niveau du pré-traitement sur leur visuel assisté. Mais ça peut aussi peut-être donner des idées à des fabricants plus historiques sur leur monture, sur, je sais pas, je pense que des gens comme Skywatcher, Ioptron ou ZWO peuvent peut-être tirer quelques idées de ces appareils-là. Est-ce que vous croyez à ça ou pas du tout? Bah, si on parle des fabricants qui produisent en très grande quantité, je pense que ça les intéressera que s'il y a un marché suffisant et qui permet de rentabiliser leur coût leur coût de production avec des gros volumes. Aujourd'hui, honnêtement, je ne sais pas à quel point ça se vend beaucoup. Est-ce que c'est vraiment un marché de niche ou est-ce que... Ce qui est sûr, c'est que si ça se vend en grande quantité, je pense que certains autres s'y mettront. Après, c'est la poule et l'œuf, quoi. Plus ça se vend en quantité, moins c'est cher. Et donc, c'est un peu, c'est l'effet d'entraînement de l'un par rapport à l'autre. Ou alors, il faut investir beaucoup d'argent au début à perte même pour en vendre à pas trop cher pour que le marché se développe. C'est pas simple au niveau industriel, hein, mais ça a été valable, encore une fois, pour les téléphones portables qui étaient d'un prix terrifiant au début, et puis au fur et à mesure qu'on en a fabriqué de plus en plus, le prix a baissé. Euh, mais oui, forcément, ils vont s'intéresser à la chose, et puis avec les coûts de production en Asie qui sont beaucoup plus bas que chez nous, on peut imaginer qu'il y a des choses de plus en plus automatisées qui sortent. Oui. Jean-Baptiste parlait d'un point qui est intéressant. Tu dis si le marché est suffisant, ils seront tentés d'y aller, mais en même temps, il y a déjà un marché. Les astrophotographes équipés, il y en a un paquet. Et bizarrement, on dirait que le fait de pratiquer l'astrophotographie provoque une espèce de fièvre acheteuse assez régulière où quand même pas mal d'astrophotographes achètent du nouveau matériel assez régulièrement. J'en vois quelques-uns qui ont un sourire un peu en coin, mais on est tous quand même globalement à l'affût de quelque chose qui pourrait améliorer le setup, qui pourrait le rendre un peu meilleur. Par rapport, si on reste toujours dans l'idée de ces appareils-là, qu'est-ce qui pourrait, quel type d'évolution d'une monture, par exemple, parce que je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est quand même un peu la pierre angulaire des différents setups en astrophoto. Qu'est-ce qui pourrait vous faire que la monture que vous avez aujourd'hui, ben, vous allez absolument vouloir la changer parce qu'il vient d'en sortir une avec quelque chose d'un peu révolutionnaire? Le jour où il n'y a plus de câbles. Le cable management pour Mathieu. Ah oui, oui. Enfin, imaginons qu'il y ait une monture avec des appareils qui soient 100% autonomes sans fil. Là, par contre, effectivement, ça pourrait valoir le coup, mais il faudrait vraiment que tout soit synchronisé. Mais ouais, moi, ce serait peut-être le cab management qui serait pas mal. Euh, Quelque chose qui puisse fonctionner, oui, sans ou en tout cas avec très très peu de câbles. C'était un cri du cœur de Mathieu, Thierry. Et de câbles et peut-être même d'alimentation, parce que dès qu'on Oui, est en nomade aussi, l'alimentation électrique, ça rentre euh, avec. Je voilà, suis avec d'accord. les batteries dans le coffre de la voiture, enfin, et autres bidouillages voilà, d'alimentation, avec tout ce que ça consomme en ampères aussi, ça rajoute des fils, ça rajoute du poids, tout ça, ça rajoute plein de choses. Moi, je dirais aussi des montures dans la mise en station soit la plus simple possible, si possible que ça se débrouille tout seul, parce qu'une mise en station, c'est toujours voilà, un peu casse-pied, ça perd du temps, et puis l'autoguidage aussi.
Je pense qu'un jour, l'autoguidage, ça sera plus qu'un lointain souvenir désagréable et que personne ne fera plus d'autoguidage. Alors, il y a des montures qui existent avec des codeurs absolus. Mais là, il faut une très bonne mise en station. Donc, on revient à l'aspect mise en station. Et puis aussi, elles sont d'un budget assez conséquent pour l'instant aussi. Mais je pense qu'il y a une autre évolution aussi par rapport aux appareils et aux capteurs qui sont qu'ils ont des bruits de plus en plus faibles. Donc, ça autorise à faire des pauses unitaires de plus en plus courtes. Et plus les pauses unitaires sont courtes, plus les contraintes sur l'autoguidage diminuent. Si on pouvait faire des pauses, alors après on a la problématique du nombre de fichiers et de la taille des fichiers, mais si on pouvait faire des pauses d'une seconde et en enquiller autant qu'on veut, en une seconde, il n'y a pas besoin de faire l'autogidage. Je dis une seconde, ça peut être 10 secondes. Et je pense qu'on va arriver de plus en plus à ça. Là, je viens de tester. Alors, ce n'est pas une caméra astro, c'est un appareil, c'est un boîtier. Il y a un boîtier mirrorless de chez Sigma, les nouveaux boîtiers de chez Sigma qui sont du 24-36. On est en dessous de l'électron en bruit de lecture. Pour moi, c'est les appareils numériques qui sont les plus bas actuellement. On est à 0,7-0,8 électrons de bruit de lecture. Donc là, on peut faire des pauses unitaires très courtes. Et là, j'avoue que l'autoguidage, alors on peut vraiment se poser la question, surtout si la focale de l'instrument n'est pas trop longue. L'autre Mathieu, parce que c'est vrai qu'on a deux Mathieu. J'ai hésité à appeler Mathieu Guinaud le commandant Shepard, mais je me dis pourquoi pas finalement. Et Aziz et Jean-Baptiste, qu'est-ce que vous pensez de tout ça par rapport aux évolutions que vous attendriez de votre setup? Concernant l'évolution, il y a, je sais pas, apparemment, il y a un truc presque similaire. Il est produit par Celestron. C'est le C8, la gamme du C Evolution. Elle est faite par Celestron. J'ai un depuis 2016. Certes, c'est une monture azimutale typée pour planétaire. La batterie, elle est déjà intégrée, ce qui est déjà énorme. Et ça tient quand même 5 ou 6 heures. C'est intéressant pour le nomade. Et pour la partie câblée, comment dirais-je là, pour la partie câblée, il y a la raquette. Et on peut s'en disposer puisqu'on peut utiliser soit notre portable ou iPad pour la commander via un logiciel spécifique. C'est presque c'est Sky, je ne sais plus le nom, c'est comme le Stellarium, à peu près c'est comme le logiciel Stellarium. À part ça, la mise en station, vraiment, elle est très facile à faire. C'est juste un pointage de 3 étoiles, juste pour un lambda sans connaître les noms. Et ça y est, c'est la mise en station, elle se fait à peine en même pas une minute et ça donne une mise en station vraiment, vraiment intéressante. Mais quand même, ce n'est pas pour le ciel profond, puisque la durée de pause, ça ne dépasse pas les 15 secondes et les étoiles, elles s'étirent. Mais quand même, je vois que c'est déjà depuis 2015, c'est déjà une évolution, quoi. Jean-Baptiste, commandant Shepard. Désolé, Mathieu, tu ne vas pas y échapper, ça va être plus simple. Oui, alors, effectivement, je rejoins ce que disait Thierry sur les montures disposant d'encodeurs absolus. On pense notamment aux montures 10 microns, par exemple. Probablement que ça va se démocratiser. Et d'ailleurs, ça commence à arriver chez des marques comme Skywatcher, avec les EQ8 RH qui disposent de ces encodeurs, ou chez les marques comme Yoctron. On peut imaginer que d'ici quelques années, ce sera encore plus accessible. Et alors, on pourra se passer effectivement d'autoguidage, ce qui est quand même pas inintéressant, et donc de diviseurs optiques dans le montage ou de lunettes guide parallèles. Donc, on gagne en poids, on gagne en encombrement. Quand on fait du nomade, c'est quand même effectivement pas négligeable. Et puis, en perspective, avec le fait qu'on a de moins en moins besoin de longues focales, puisque les pixels sont de plus en plus petits, aujourd'hui, on peut faire de la haute résolution, typiquement à 0,5 par exemple arc seconde par pixel d'échantillonnage, avec des focales de l'ordre de 1200, 1300, 1500 mm grand maximum, alors qu'à l'époque, il y a quelques années, pour atteindre ces résolutions, il fallait 3-4 mètres de focale. Et là, évidemment, que l'autoguidage s'imposait. Aujourd'hui, il s'impose de moins en moins par la sensibilité des capteurs, par la focale moins longue et par peut-être la mise à disposition sur des montures très accessibles.
de ce type d'encodeur absolu qui corrige aussi la réfraction atmosphérique. Pendant qu'on parlait, je me disais pourquoi pas un jour peut-être corriger les effets du vent, puisqu'on a tellement peu de nuits disponibles, en tout cas pour ceux qui sont dans les contrées les moins propices à l'astrophoto, que peut-être si on pouvait aussi corriger le vent avec des systèmes, je ne sais pas trop comment. Alors le vent, évidemment, pas les tornades, mais quand on a des petites brises qui peuvent parfois nous gêner pour la pratique de l'astrophoto. Alors j'ai aucune idée de savoir si techniquement c'est possible un jour, mais pourquoi pas. D'accord, bon. Alors, on va avancer sur le deuxième thème, mais en tout cas, déjà, je suis content de ne pas avoir un panel rétrograde, parce que quand je vous dis que c'était violent sur les forums, c'était vraiment, vraiment violent. Jean-Baptiste, toi, tu avais peut-être un mot à dire sur l'évolution quand même, parce qu'on ne t'a pas entendu là-dessus. Oui, bah, sur l'évolution, alors moi, pour le coup, je suis un peu gêné parce que je suis très content du matériel que j'ai. Je suis pas sur une logique de changer tous les ans ma monture. Enfin, même si elle n'est pas parfaite, elle me donne toute satisfaction. Donc, c'est vrai que parmi les évolutions, ce qui serait intéressant, je pense que les technologies, elles existent déjà pour aller au mieux de ce qu'on peut faire. Et les autres en ont parlé aussi, les encodeurs absolus, ce genre de choses. Déjà, il y a eu des grosses évolutions depuis 10 ans avec l'introduction de beaucoup plus de montures qui fonctionnent avec des courroies qu'avec des roues dentées, ce qui a quand même pas mal amélioré le niveau, moyen des montures. Ce qu'on peut espérer pour moi à l'avenir, c'est que profiter des technologies qui aujourd'hui sont réservées aux montures les plus onéreuses, les voir petit à petit se démocratiser pour tous. Et effectivement, la course aux petits pixels permet aujourd'hui de faire plein de belles images avec un échantillonnage assez bas, sans avoir besoin d'une monture vraiment de course, quoi. Donc, vraiment, moi, je pense que c'est plus ce qui me fera changer de monture, à moins de changer d'optique et d'avoir vraiment besoin d'une monture qui peut porter plus, parce qu'il y a le problème du poids toujours. Mais ça sera de pouvoir accéder à des technologies un peu plus raffinées sans être obligé de vendre un rein. Complètement d'accord. Donc, la conclusion de notre discussion, on est sur ces télescopes, est-ce qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est finalement très bien pour des institutionnels et globalement permettre à des groupes de gens, à des enfants ou à des spectateurs qui veulent s'intéresser un petit peu à ce qu'il y a dans le ciel ou pour leur faire découvrir, c'est finalement une manière pas idiote du tout d'ouvrir le ciel au plus grand nombre et finalement plus il y aura de gens à regarder en l'air et plus ça sera intéressant. Oui, oui, je pense, mais à condition tout de même que ce soit un complément à l'observation visuelle simple et traditionnelle à l'oculaire. Alors, pas nécessairement, mais trouverais dommage de ne pas présenter la possibilité aussi aux gens de pouvoir observer de manière traditionnelle. C'est-à-dire de leur présenter uniquement cet appareil-là et sur un écran, surtout aujourd'hui, dans cette époque dans laquelle on vit, tout le monde est toujours sur des écrans, mettre l'œil à l'oculaire et se rapprocher de la nature avec un appareil sans avoir besoin d'un écran en intermédiaire, c'est quand même pas inintéressant et ça fait du bien, je pense. Consensus général pour finir le thème. Thierry, tu es d'accord avec tout le monde? Bon, eh ben, c'est parfait. Alors, on va pouvoir avancer sur un deuxième thème. Alors, pour une première, on est parti sur des choses qui sont formidables. Je vais faire un aparté sur JB. Entre JB qui conseille le Stellarium ou le Vescope et derrière son matériel lui va très bien, moi je le soupçonne de ne pas vouloir faire progresser les autres. Moi, je le soupçonne. Avec le temps, c'est tellement injuste. Avec le temps qu'il passe à donner des conseils de traitement changez pas de matos, gardez. C'est que on parlait de courbe de progression en astrophoto et justement avec l'Iviscope, tu n'as pas de courbe de progression. La courbe de progression, elle est uniquement, il n'y en a pas. C'est ton matériel qui te freine. Donc les gens qui n'ont aucune ambition ou aucun intérêt pour apprendre et y passer du temps, qui veulent un résultat un peu immédiat, pour ces gens-là, pour ce public-là, je trouve que c'est mieux que rien. Puis effectivement, il y avait eu beaucoup de débats très houleux sur les forums,
Mais pour moi, dès lors que ça amène quelqu'un à s'intéresser un peu plus à l'astronomie, c'est une bonne chose, même si pour moi, c'est sûr que c'est pas un matériel qui est fait pour moi. On aurait peut-être même pu interpréter l'intervention comme un message à nous autres en disant, mais vous savez, le matériel que vous avez, il est trop bon pour vous. C'est sûr qu'il est mieux d'acheter quelque chose de plus simple. En même temps, Thierry, je me permets quand même, mais te concernant, tu dois être un des rares à utiliser une monture qui pratiquement n'existe qu'en un seul exemplaire. Quelques exemplaires maintenant qui ont été clonés, mais oui, c'est un des rares exemplaires. Donc, si on doit parler de quelqu'un qui a du matériel auquel les autres n'ont pas accès, je ne veux pas balancer, mais enfin quand même. Donc, deuxième thème, en 2015, la société SpaceX, du fantasme mais non moins efficace Elon Musk, annonçait le lancement à venir de 12 000 puis 42 000 mini-satellites visant à offrir Internet à haut débit à toute la planète. Aujourd'hui, on est à 1300 satellites placés en orbite et déjà des voix s'élèvent pour prévenir des risques de pollution lumineuse. C'est valable auprès des astronomes professionnels et aussi auprès de certains amateurs. On voit déjà fleurir des photos sur lesquelles apparaissent ce que l'on appelle les bus Starlink. Il reste près de 40 000 mini-satellites SpaceX à envoyer, auxquels il faut ajouter d'autres projets, dont entre autres celui d'Amazon. J'aimerais bien connaître votre opinion sur le sujet et on va commencer par Aziz, si vous voulez bien. Franchement, pour l'instant, c'est pas quand même trop gênant. C'est pas quand même trop gênant. Je ne sais pas combien maintenant. Ils sont arrivés à quelques 500 satellites. 1300. 1000 carrément. D'accord. Pour l'instant, c'est pas trop gênant. Les logiciels de pré-traitement, ils font le travail facilement. D'ailleurs, dernièrement, j'ai publié carrément le passage de à peu près plus que 80 satellites sur une image sur 5 heures. PixInsight les a tous supprimés sans rechigner, quoi. Mais je ne sais pas, à 12 000 ou 40 000, si le problème, ça sera récurrent ou pas, je ne sais pas. D'ailleurs, il y a parfois des études, quand on fait de la photométrie, s'il y a un passage carrément sur des étoiles cibles pour faire la photométrie, vraiment, ça gêne. Dans ce cas, c'est une pause à jeter. Mais il y a l'autre revers du médaille, c'est quand même l'Internet. Il y a pas mal de points dans le globe, je dirais même chez nous, notre observatoire MAO, on est vraiment à la limite de la desserte de 4G, ce qui fait, d'un autre côté, ça va être intéressant, mais j'espère que les 40 000 ne vont pas affecter nos séances, quoi. Parce que là, on est sur 1300, effectivement, Ouais. j'en parlais, quand on va atteindre les 40 000, et avec une seule entreprise, ça va commencer à devenir un quadrillage un peu particulier quand même. Oui, moi ce qui m'inquiète le plus, c'est pas tant moi en tant qu'astrophotographe, parce qu'à la limite, les astrophotographes râlent beaucoup, mais au final, c'est pas nous qui sommes potentiellement les plus pénalisés, parce que les plus pénalisés, ça sera les astronomes professionnels, eux qui risquent vraiment où ça va compliquer, où ça va rendre difficile, voire presque impossible, certains types d'observations, certains types d'études précises. Donc là, c'est quand même beaucoup plus gênant. Sur l'aspect pollution du ciel, bien sûr, là, à 1300, ça veut dire que c'est acceptable. Et puis, c'est visible plus avant, après le coucher du soleil ou avant. Quoique maintenant, je pense que là, au mois de juin, on rentre dans une période où on peut les voir toute la nuit. Et puis, le phénomène de constellations, de dizaines de satellites qui passent les uns à la suite des autres, ensuite a tendance, une fois que les satellites sont sur leur orbite, à se réguler un petit peu, c'est-à-dire que ça reste plus des satellites isolés, mais une fois qu'il y en aura 42 000, voire le double, voire le triple, puisque c'est un peu le Far West et que chaque société veut lancer sa propre constellation. À quoi ça ressemblera? Est-ce qu'on pourra encore faire de l'astronomie? Je pense que nous, en astrophotographie, on réussira toujours à éliminer les traînées de satellites avec des réjections en faisant beaucoup d'images. Mais est-ce que pour moi, c'est pas l'aspect pollution du ciel et l'empêchement que peuvent avoir les astronomes professionnels pour mener certains travaux est beaucoup plus gênant que les problèmes de traînées sur nos photos. Je rejoins ce qui a été dit.
les astronomes professionnels risquent d'être très gênés, notamment pour certains travaux. Et d'ailleurs, il y a déjà eu des colloques entre astronomes professionnels avec un rapport. J'ai vu passer un rapport assez détaillé où justement il essayait d'évaluer l'impact sur certains travaux de recherche et il est considérable. Après, pour les amateurs, c'est sûr que pour l'instant, avec nos algorithmes de réjection, bon, ça passe. Plus il y en aura, plus ça va être compliqué. Je pense aussi, pour le côté amateur, aux objets pour lesquels on fait peu de photos, voire du one-shot. Alors, le paysage astro, voilà, une voie lactée avec quelques constellations, une ou deux planètes. Des comètes aussi. Quand on a des comètes qui bougent assez rapidement, on ne peut pas faire 500 images du même objet. Donc, si ça commence à être bardé dans tous les sens de traînées, ça risque aussi d'être assez compliqué, de plus en plus compliqué. Alors après, sur la visibilité des satellites, c'est un peu, ça dépend pas mal des constellations. Les constellations à basse altitude sont pas visibles effectivement toute la nuit en hiver, plutôt en été en ce moment, effectivement, toute la nuit. Il y a des constellations qui sont un peu plus hautes, voire 600 km, voire au-delà, 1200 km. Et là, ils sont moins brillants, ils sont plus loin. Donc la magnitude est plus basse. Par contre, ils peuvent être visibles quasiment toute la nuit. Et là, c'est un peu plus gênant. Donc, on saura vraiment l'impact que quand on aura les pieds dedans, si on peut dire. Mais il y a de quoi être un peu inquiet, effectivement, sur la difficulté à éliminer ces traînées dans tous les sens. Moi, pareil, je rejoins ce qui a été dit, même si je suis assez fasciné par le personnage d'Elon Musk. Quand je dis fasciné, je ne dis pas que j'approuve tout ce qu'il fait, mais je trouve quand même qu'on a besoin de ce genre de personnage pour pouvoir avancer. Maintenant, par rapport au nombre de satellites envoyés, je trouve ça relativement exorbitant. On n'a pas assez pollué la Terre, il faut qu'on aille maintenant polluer l'espace. Attention, il n'y a pas que lui. C'est-à-dire que si on parle Oui, des il y a 42 pas 000 que lui. Starlink, Jeff Bezos a bien l'intention de Oui, d'être bah, présent là-dessus, et d'autres boîtes. Enfin, oui, qui contrôle le monde par la communication, on sait très bien que ça passe par là. Donc, je me doute que Bezos et compagnie vont vouloir aussi envoyer leur flopée de satellites. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, ça nous impacte peu. J'ai entendu qu'au niveau de la surface réfléchissante des satellites, ils devaient faire un effort justement pour éviter que ce soit trop impactant. Après, là, quand on les a observés, c'était principalement quand ils allaient en orbite, donc quand ils étaient encore en mouvement. Une fois qu'ils sont géostationnaires, est-ce que ça va nous gêner? Est-ce que ça va l'être? Bon, on le verra donc, comme on a dit, à certaines altitudes. Ça, je suis d'accord. Après, il faudra voir aussi en fonction des objets et tout dépendra aussi des focales qu'on utilise, ce genre de petites choses. Alors les Starlink, une fois qu'ils sont à poste, ils sont en magnitude autour de 6 à 7 à peu près. Ils avaient, sur les derniers essais, l'année dernière, ils avaient mis un dispositif pour atténuer la réflectivité du satellite. Ils avaient réussi à gagner un tout petit peu plus d'une magnitude. Bon, une magnitude, voilà, on va dire c'est mieux que rien. Ouais. C'était sous la pression des astronomes quand même. Donc, ils ont fait quelque chose malgré tout. On gagne une magnitude. Après, la difficulté aussi, c'est que ces satellites-là, ils sont effectivement beaucoup plus brillants quand ils ne sont pas encore à poste, quand ils viennent d'être lancés, qu'ils vont vers l'orbite. Et ça fait des trains de satellites. Alors, je pense que tout le monde en a vu, y compris des néophytes d'ailleurs, qui ont été impressionnés, parce que c'est vrai que c'est très impressionnant de voir ces trains de satellites qui passent. Et en fait, le risque aussi, c'est que vu la quantité de satellites à lancer, il va y avoir des lancements en continu. Là, au mois de juin, SpaceX va faire 5 lancements. Alors, pas que des Starlink, mais SpaceX lance à tour de bras. Et des lancements SpaceX, il y en a plus d'un par mois. Et c'est normal parce qu'il faut constituer ces constellations et puis les renouveler aussi. Depuis le début de Starlink, ils ont déjà perdu plusieurs dizaines de satellites. Et donc, il faut renouveler ces satellites qu'on perd, parce qu'ils tombent en panne. Sur une quantité de satellites comme ça, c'est normal qu'il y ait un certain nombre de pannes. Et donc, en fait, on risque d'avoir des lancements très, très fréquents avec des trains de satellites qui sont très fréquents aussi d'arriver à poste. Et il faut aussi tenir compte de ça. C'est vrai que sur les photos ponctuelles, avec des événements ponctuels comme les comètes, je suis entièrement d'accord que ça va être catastrophique parce qu'on n'a pas 36 jours pour pouvoir les prendre. Après, en ce moment, on va dire que ça va encore, mais oui, avec ce que nous annonce Thierry, effectivement,
ça pourra devenir problématique, moi je pense par la suite, parce que nos algorithmes, là, bon, c'est vrai qu'ils sont très puissants. Quand on voit quand même les traînées, si Aziz, tu as eu 80 satellites sur tes photos, c'est quand même impressionnant pour tous ceux qui en ont eu. Donc, bon, je cautionne pas forcément tout ce nombre. Est-ce qu'on a besoin de tout ça pour couvrir toute la planète? Comment je sais pas. Pas trop d'avis politique sur la chose. Après, je rejoins ce qui a été dit dans l'ensemble et c'est vrai que pour l'instant, personnellement, je n'ai pas vu d'impact sur ma pratique d'astrophotographie, d'impact négatif en fait, hein, puisque les algorithmes, comme ça a été dit, permettent de s'en affranchir. Et on peut imaginer que les algorithmes aussi se développeront pour tenir compte aussi de la multitude éventuelle des satellites qui va augmenter. Voilà, alors comme on fait de l'astrophotographie pour la plupart d'entre nous à focale intermédiaire ou longue, on est peut-être moins concerné que effectivement ceux qui sont plus férus de paysages nocturnes. Quoi qu'encore, si on prend un paysage nocturne et que les satellites passent, eh ben, on peut recommencer la photo et puis sur celle d'après, ils passeront pas, avec un peu de chance. Voilà, ça rajoute un obstacle. Ça rajoute un obstacle et bah, j'ai envie de dire, il faut faire avec. Faut faire avec. Sur une éclipse de soleil, si tu dis à Thierry qu'il faut qu'il refasse sa photo juste après, oui, il ne va pas être d'accord. Sur le stade. Effectivement, sur l'éclipse de soleil. Je disais rien, mais on sait que Thierry aime prendre les satellites devant les soleils, alors pourquoi pas sur l'ISS. Le fait est, quand tu fais ce que fait Thierry, c'est-à-dire de la photo de l'instant, parce que nous tous, on peut être sur quelque chose qui va se moyenner d'une manière générale par rapport aux images. Mais quand tu fais la photo de l'instant et d'un instant particulier, je repense à ton tout premier croissant de lune, premier millième de seconde d'apparition de la Lune, tu dis si tu as un machin brillant qui arrive et qui passe devant, la satisfaction va être moindre hein, quand même. Hein. Ça peut être un peu gênant, oui, effectivement. Ouais, je pense quand même que ça va être à surveiller, pas simplement du point de vue de l'astrophoto, mais de l'astronomie en règle générale quand même, parce que les astronomes professionnels, comme vous l'avez évoqué, sont vraiment pas contents, et surtout parce que, et ça c'est toi qui l'as dit Jean-Baptiste, et je suis d'accord, il va falloir trouver un équilibre entre ce que Aziz évoquait, c'est-à-dire le besoin de certaines zones d'être raccordées à Internet, ça peut tout à fait, je ne pas que ça peut se comprendre, c'est normal. Aujourd'hui, ça devrait être un droit ou une possibilité évidente. Par contre, de faire en sorte quand même qu'on ne se retrouve pas avec un Far West dans l'espace, comme Jean-Baptiste l'évoquait, où des gens font absolument n'importe quoi. Et j'ai quand même, alors je pense qu'on n'est que deux dans l'histoire à avoir connu le milieu de la guerre froide, où certes la conquête spatiale a un peu motivé les grandes puissances à mettre des moyens pour valoriser leur image et puis aussi accessoirement pour être capable de lancer des missiles sur la gueule du camp adverse, parce que c'était quand même ça l'idée à la base. Mais on avait quand même une course à l'espace qui était assez ciblée et assez restreinte. Ça s'est calmé, la fin de la guerre froide a fait que globalement l'espace est devenu quelque chose d'un peu collaboratif et les États ont pu commencer à travailler vraiment ensemble. Et là, depuis, on va dire, une dizaine d'années, la privatisation de l'espace commence à ouvrir la porte à tout et n'importe quoi, plus un retour, alors pas d'une guerre froide, mais d'une opposition un peu larvée, où on sent que tout le monde a envie de réexister à travers ce biais-là. Ça demande quand même de garder l'œil ouvert. Je pense que les sociétés d'astronomie vont garder les yeux un peu ouverts. Est-ce qu'elles auront le pouvoir? Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne suis pas certain. Moi, je pense que le monde de l'astronomie, globalement, fait peu le poids face à tous ces enjeux économiques. Tout ce qu'on peut essayer, à mon avis, c'est de faire du lobbying, enfin dans le bon sens du terme, essayer de faire un maximum de bruit. Ces entreprises-là aussi, comme beaucoup d'entreprises maintenant, sont quand même soucieuses de leur image et de l'aspect écologique et pas de pollution. Et puis le ciel étoilé, c'est quand même quelque chose qui est assez, assez apprécié du grand public. Donc montrer que ces entreprises-là risquent de dégrader le ciel, ça peut les faire bouger pour prendre des mesures, non pas pour arrêter les lancements, mais pour avoir des satellites qui sont moins brillants, essayer de prendre des mesures au moins pour restreindre l'impact sur nous. Tout le monde est d'accord. Thierry, dernier mot, donc Jean-Baptiste, tu veux rebondir? Ouais, non, j'avais, en regardant les chiffres, effectivement, de Starlink, on tombe sur des choses quand même qui sont intéressantes. C'est-à-dire que là, avec seulement aujourd'hui 1600 je sais plus combien, satellites qui sont lancés, je crois que ça représente
pas loin enfin plus de 10% de l'ensemble des satellites qui ont été lancés depuis Sputnik. Et aujourd'hui, ouais, c'est même plus que 10, c'est plutôt entre 15 et 20%. Et à terme, si avec 42 000 satellites, ça sera l'essentiel des satellites. Aujourd'hui, sur les satellites qui sont en activité, il y en a 35% qui sont détenus par un seul homme, donc celui Elon Musk qu'on citait tout à l'heure. Mais les autres vont pas être en reste aussi. Et ça pose, on ne l'a pas évoqué, mais ça pose énormément. Enfin, si Mathieu l'a un petit peu évoqué sur l'aspect environnemental, mais ça, au-delà de la pollution lumineuse que ça peut entraîner, et qui est, voilà, la crainte de perdre un petit peu le contact avec le ciel. Il ne faut pas exagérer non plus, parce qu'aujourd'hui, on l'a déjà perdu de fait avec l'éclairage à tout va dans nos villes. Donc, ce n'est pas quelques satellites qui vont nous empêcher encore plus, je dirais, d'accéder au ciel. Mais il y a un gros problème de gestion des satellites. C'est des satellites qui ont une durée de vie assez courte. Donc, les risques de multiplier les débris spatiaux sont en plus très importants. Et ouais, moi, pour le coup, je ne suis pas du tout très spécialiste de ces choses-là, mais je crois que ça provoque aussi pas mal d'inquiétudes chez les spécialistes en aéronautique, pour la gestion des débris spatiaux et la gestion du parc de ces satellites-là à terme. Donc moi, je dirais, profitons-en. Pour l'instant, il n'y en a pas trop grosse quantité. En plus, en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'avions avec la crise Covid. Ça va repartir aussi. Donc, c'est une période, en ce moment, voilà, faut en profiter, quoi. Ça ne sera peut-être pas toujours aussi clean. Alors, on va attaquer la deuxième rubrique qui est l'alignement polaire. Dans l'alignement polaire, on va essayer de parler un peu plus de matériel spécifique à l'astrophotographie. Et aujourd'hui, on va évoquer une première caméra qui est l'AESI 2600 monochrome. ZWO a remplacé la mythique 1600 qui avait déjà en mono provoqué une petite révolution en son temps, caméra refroidie. La 2600 existe en mono et en couleur. On va s'intéresser plus particulièrement à la mono. Je rappelle 2-3 caractéristiques, on en parlait tout à l'heure. Elle a une taille de pixels de 3,76 microns, une résolution de 26 mégapixels. Le but est plutôt de parler des caméras de plus en plus sensibles et aux pixels de plus en plus petits qu'on arrive à avoir, que vous avez déjà évoqué, et c'est le commandant Shepard qui en avait déjà parlé dans l'interview, et Thierry a rejoint un peu ça en disant qu'on va arriver à des temps de pause tellement courts que finalement l'autoguidage ne sera plus qu'un mauvais souvenir, pour tous ceux qui en ont souffert. Est-ce que vous pensez que cette caméra constitue l'aboutissement de quelque chose ou le début de quelque chose dans l'évolution de la sensibilité et de l'efficacité des caméras? En termes d'évolution, je n'ai pas l'impression que ça soit une révolution. Alors, elle est très sensible quand on a ZWO communique beaucoup sur le QE max, qui est de 91%. C'est ça. Et c'est une caméra qui est surtout sensible dans le bleu, parce que dès qu'on est dans le rouge et sur l'arrêt du H-alpha, notamment, on retombe à peine 60%. Donc en QE moyen, je ne sais pas combien elle est. C'est d'ailleurs dommage qu'elle soit aussi sensible dans le bleu et en parallèle assez beaucoup moins sensible dans le rouge, parce que sinon ça serait un capteur quasiment idéal, en tout cas pour ceux pour qui l'échantillonnage va bien. Donc sur le QE, moi j'étais un peu déçu. Sur le QE, j'étais plus impressionné par la 294 pour le coup, alors qui a d'autres problèmes, mais qui nativement elle est quasiment en BIM 2, parce que l'intérêt de la... Alors, moi, je n'avais pas compris déjà que ZWO arrêtait la 1600. Pour moi, c'était une autre caméra, mais je pensais qu'ils commercialisaient, qu'ils allaient encore produire la 1600. Non, la 1600 est remisée au placard. Ah, d'accord. Ouais, c'est parce qu'il y a quand même un gros écart de prix entre les deux caméras, donc ça aurait pu toujours intéresser un autre public. Il y a un écart de taille de capteur, surtout, puisque la 1600, c'est du micro 4 tiers. Donc 13 mm et quelques sur 17 mm et quelques, alors qu'à 2600, c'est de la PSC, donc plutôt 16 sur 24 ou à peu près. Donc c'est sûr que la surface du capteur a un facteur fondamental du prix de la caméra. Et puis je me demande si Panasonic n'arrête pas aussi les capteurs, alors que maintenant la plupart des capteurs, c'est du Sony. Donc, du coup, oui. Et d'ailleurs, pour la ZWO, je pense que la 1600, c'est la seule qui a un capteur Panasonic.
Et Oui. d'ailleurs, ce capteur, il a 23, en diagonale 23 mm, alors que la 2600, elle est pratiquement à 28,5, quoi. C'est presque Ça. la même taille de la 0,71. Hmm. On pourrait dire que la 294 est peut-être davantage la remplaçante de la 1600 en termes de taille de capteur et de caméra à angle globe, puisque toutes les deux en ont. Tandis que la 2600 est vraiment sur un autre type de capteur finalement. Alors, parmi vous utilise une 2600? Presque j'ai toutes les ZWO et récemment la 2600. D'accord. Et est-ce que vous avez pu la comparer à d'autres caméras de la même marque Euh, et vu une évolution vraiment sensible? Malheureusement, je suis en train de la préparer pour l'envoyer avec le deuxième setup à l'observatoire de Loukouemden. Malheureusement, je n'ai pas encore testé. Mais franchement, déjà, les tests du Dark, la différence, elle est énorme. Elle est énorme, surtout le phénomène de l'AMP Glow et tout ça. La différence, elle est énorme. Ouais, je suis assez d'accord. Au niveau de l'anglo, il est totalement absent à 300 secondes. Ça, c'est vrai. Au niveau du bruit aussi, au niveau du bruit, elle se rapproche de la 1600. Parce qu'effectivement, au niveau du nombre d'électrons pour le bruit, même la 294 est supérieure en termes de bruit à la 2600. Donc là-dessus, on est quand même pas mal. Pour le rouge, effectivement, ça s'effondre un peu. Après, bah, c'est quand même, en tout cas par rapport au H-alpha, c'est souvent, je dis bien souvent, la dominante au niveau des nébuleuses. Donc après, bon, c'est un inconvénient, mais c'est le signal qu'on retrouve quasiment beaucoup quand même au niveau des nébuleuses. Ouais. Donc là-dessus, on va dire que ça compense un petit peu. Super caméra, et en tout cas, par rapport à la 1600 ou à la 294, c'est vraiment le dessus. Pour la diagonale, le format APS-C, moi je sais qu'il me convient bien parce que bah, peu de lunettes corrigent, on va dire, en full frame, même certaines qui l'annoncent malheureusement. Donc du coup, voilà, c'est un format intermédiaire qui permet d'avoir une caméra, alors je vais dire abordable entre guillemets, on va dire abordable par rapport au full frame, au capteur full frame, même si ça reste quand même un prix par rapport c'est la 6200 qui est en full frame chez ZWO. Moi, je trouve que c'est vraiment le bon compromis pour avoir un capteur de qualité et un format déjà très très correct. Je pense qu'elle a déjà un avantage de taille par rapport aux autres, carrément. Aux autres CMOS, c'est les 16 bits, quoi. Aussi. Ça, c'est très important. Alors que la 294, elle est en 14 et pour la 1600, elle est à peine à 16 bits. Elle est, Elle est en 12. plutôt 12 bits. 12. Autant pour moi. Et un autre testeur, commandant Shepard, tu as ton opinion sur cette caméra? La 2600, je l'ai reçu cette semaine en remplacement de ma 294. Du coup, je n'ai pas encore testé. J'ai pas Oui, encore testé, mais je sais d'avance que je vais être très content. tu vas être très content. Alors, forcément, Thierry, je suis désolé parce que ma question va induire un petit côté ancien combattant, mais c'est toi qui l'as évoqué tout à l'heure, les caméras CCD, quand tu as démarré, tu as été parmi les premiers à utiliser ce type de caméra. Quand tu vois ces caméras aujourd'hui, alors déjà, toi, tu utilises quoi et est-ce que tu trouves ces caméras-là attirantes, intéressantes ou pas? Alors oui, elles sont très intéressantes. Moi, je me suis procuré une 6200, donc la grande sœur de la 2600. C'est-à-dire, voilà, c'est les mêmes pixels, c'est les mêmes caractéristiques, mais le capteur, effectivement, c'est à 24-36 et non pas un APS-C. Pour l'instant, je l'ai très peu utilisé. Je n'ai pas eu le temps, enfin le temps, les confinements, la météo, bref. Mais en tout cas, c'est les premiers essais que j'ai pu faire. C'est une très bonne caméra. Alors, ça passe bien sur une FSQ, par exemple, mais on voit tout de suite les problèmes de tilt qu'on peut avoir Ouais. sur des grands capteurs avec des petits pixels. C'est plus du tout la même problématique que ce que j'avais il y a longtemps avec ma STL 11000, qui faisait aussi du 24-36, mais avec des pixels de 9 microns, où là, les problèmes de tilt, en gros, on ne s'en préoccupait pas tellement. Là, ça devient, que ce soit avec une lunette ou un objectif photo, ça commence à devenir assez sérieux si on veut une image homogène dans les quatre coins. Donc ça, c'est une difficulté. Après, c'est sûr que par rapport à des caméras antiques comme ça, comme la STL ou même celle qui précédait dans les années 90,
Alors, on a démarré, je ne sais plus, la première caméra, elle devait avoir 20 électrons de bruit de lecture, ou même un peu plus. Donc, on passe de 15 à 20 électrons de bruit de lecture à, allez, la 2600 ou la 6200 démarre à 1,5, enfin, elle descend à 1,5 à peu près. Un électron 5, il y a la chute de bruit de lecture. D'ailleurs, il faut bien regarder les courbes toujours, hein, sur le site du fabricant. Donc, on part de 3 électrons et quelques, on descend à 1 électron 5. Et puis, quand on monte en gain, on descend petit à petit après à un électron et quelques. Donc, ce n'est pas ce qui se fait vraiment de plus bas en matière de bruit de lecture, mais c'est quand même très bien. Alors, une mention aussi sur le nombre de bits tout à l'heure. Vous savez que quand on monte en gain, et pour gagner sur le bruit de lecture, il faut monter en gain. Typiquement là, sur la 2600, il faut monter à au moins 100 pour tomber à 1 électron 5 de bruit de lecture. On diminue aussi la dynamique. Et typiquement là, on descend, dès qu'on est à un gain au-dessus de 100, on descend entre 13 et 14 indices au niveau dynamique. Donc je dirais qu'à ce moment-là, 14 bits, c'est suffisant. 16 bits, les 2 bits en plus des 16 bits, en gros, vous numérisez du bruit. Donc, ce qui n'a pas d'intérêt. Donc, je dirais que les convertisseurs sur ces caméras-là, ils sont de taille suffisante. Et 14, c'est très bien. 12, ça pourrait être un petit peu juste, encore que. Mais 14, il y a largement ce qu'il faut, hein, sans problème. C'est une bonne caméra aujourd'hui pour des astrophotographes qui ont déjà un tout petit peu de bouteille et qui veulent monter en gamme par rapport à ce qu'ils ont pu avoir. C'est toujours pareil, c'est une bonne caméra à condition qu'elle soit adaptée à son setup en termes d'échantillonnage et en termes de taille de capteur. Tu l'as conservé pour quel type de focale d'ailleurs? Enfin, si on considère la France avec un échantillonnage moyen, un signe moyen pardon, de 1,52, il y a juste à faire la conversion après. Donc, Mais justement, je voulais te pousser à la faire de tête. C'était ça. Ah, de tête? Oula! Eh ben, 206 fois la taille d'un micron divisé par la focale égale 1,5. Donc, tu as la focale. On arrive en gros de tête, hein, dans du 500-600 mm à peu près. Oui, hein. c'est ça, 600. Alors, autour de 600. Hein. Ouais. Voilà. Ce qui est finalement peu. Ce qui est finalement peu. Si on considère un signe moyen, on va dire de 2 secondes d'arc en France, et qu'on divise par 3, hein, selon la théorie habituelle, on arrive à un échantillonnage de 0,6. Et pour obtenir cet échantillonnage minimum de 0,6, on est sur une focale de 1200-1300 mm. Ce qui veut donc dire qu'on peut considérer qu'elle est adaptée entre 600 et 1200 mm en fonction de la taille de champ qu'on souhaite ou de la résolution, enfin de l'échantillonnage qu'on souhaite en fait. Et bien, on va attaquer donc le deuxième thème de cette rubrique. Si on doit partir sur des setups entre 10 et 20 kg, ce qui, mine de rien, commence à faire quand même un petit peu de matériel, j'ai sélectionné, moi, 2 montures pour savoir un peu vers lesquelles vous vous orienteriez. Il y avait la Lyoptron 70 ou la Skywatcher EQ8. Est-ce que vous avez des opinions là-dessus ou pas du tout? Oui, je me permets juste de signaler que le Q8, c'est 50 kg et pas 10 à 20 kg. Oui. Auquel cas, si tu voulais comparer, on aurait peut-être plus pris la ZQ6 ou le Q6R en comparaison avec la CEM 60 ou 70. Oui, alors, avec 2 trucs, je ne sais plus qui m'avait conseillé, j'en avais choisi une autre, et qui m'avait conseillé de parler de l'EQ8, mais je pense que c'est dans la discussion entre nous. Donc, je préfère dire que je vais retrouver le coupable. Non, c'est pas ça. Moi aussi, je me souviens de la discussion. Lequel qui a mentionné les Q8, c'est par rapport à la Lyoptron, la 120, parce que normalement, elle supporte 50 kg les deux. Mais sinon, pour la G70, normalement, l'équivalent dans le Skywatcher, c'est je dirais la ZEC 6. Oui. Mais en fait, l'équivalent, il n'existe pas, en fait, tout simplement, puisque la 70 porte dans les 30 kilos et la future Skywatcher qui doit sortir depuis 2 ans, mais qui est reculée tous les mois, qui s'appelle CEQ35, quelque chose comme ça, aura cette capacité identique. Et d'ailleurs aussi le design.
D'accord, parce qu'on est bien d'accord pour définir qu'entre ce que le fabricant annonce en termes de poids supporté par la monture et la réalité de ce que la monture va supporter pour de l'astrophoto, donc avec un minimum de vibration et un suivi le plus sérieux possible, il faut diviser, suivant les montures, entre les mécaniques, prendre entre 50 et 75% du poids maximum annoncé. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus? Oui. D'accord, oui. Ça dépend du sérieux des fabricants, parce qu'il y a des fabricants qui annoncent assez honnêtement, à mon sens, le poids qui est supportable. Alors, après, je ne sais pas si ça se fait encore, mais il y a quelques années, on se posait la question de savoir si les poids indiqués, est-ce que c'était contrepoids compris ou pas. Donc, on était à ce niveau-là, quoi, de se dire, est-ce qu'ils ont compté le poids des contrepoids dans le poids total indiqué? Alors déjà, il fallait retirer 3 ou 4 kilos de contrepoids. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'astrophotographie, et derrière, il faut bien avoir de la marge par rapport au poids qui est indiqué. Alors, est-ce que Il n'y a pas de norme qui définit ça. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de norme, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Et chaque fabricant annonce ce qu'il veut. Oui, c'est vrai que ce n'est pas normé comme marché d'ailleurs. C'est vrai que tu peux raconter absolument ce que tu veux. Que fait la Commission européenne? Ça manque. Il manque une norme sur les poids admissibles sur les montures. Il n'y a pas assez d'astrophotographes dans les députés européens. Oui, pardon. Ce qu'il y a, c'est qu'au-delà du poids, on peut annoncer un poids de 20 kg sur un Newton 300 à 1500 qui va avoir un déport énorme et une longueur énorme, une prise au vent énorme, tout comme on peut avoir un poids de 20 kg sur un Schmidt casse-grain très concentré. Et du coup, pour la monture, ça ne va pas être la même histoire de suivre entre un instrument d'1,50 m de long ou un instrument de 70 cm de long qui, par ailleurs, ont le même poids. Du coup, c'est vrai que les fabricants ne communiquent pas trop sur la limite de, comment on pourrait dire, c'est assez compliqué en fait. Les histoires de force et tout ça, c'est vrai que c'est pas évident de communiquer là-dessus et de définir une sorte de limite. C'est vrai qu'on en parle peu. Tu soulèves un point qui est intéressant parce que là, l'idée globale de notre discussion, c'est aussi de conseiller des gens qui veulent acheter une monture ou qui veulent changer de monture. C'est que la compacité de l'appareil va compter énormément. Il est évident qu'une lunette très longue ne va pas poser les mêmes problèmes d'équilibrage et ne va pas mettre en jeu les mêmes forces, et ne serait-ce que par rapport à la résistance au vent aussi que ça peut avoir. Enfin, il y a plein d'éléments qui vont jouer. Donc, je vais reformuler la question de manière peut-être plus adaptée. Pour des gens qui auront des setups, mettons, entre 10 et 12 kilos, ce qui représente quand même un bon paquet d'astrophotographes, vous recommanderiez quoi comme monture? Le bid. Moi, pour ce que j'en connais, hein, j'aime pas parler du matériel que je n'ai pas ou que je n'ai pas pu tester. Donc, entre 10 et 12 kilos, pour le coup, là, je peux conseiller celle que j'ai et qui marche bien, c'est la ZEQ6, qui pour le prix, c'est un très bon rapport qualité-prix, pour peu qu'elle soit bien réglée, bien entretenue. Certains fabricants bien connus le proposent de toute façon avant même de l'envoyer. Donc, ce genre de réglage, une fois qu'elle est bien mise en station, qu'on s'applique un peu sur l'équilibrage, c'est une monture qui fait bien son travail, qui se fait un peu oublier. Alors, je sais qu'il y a des utilisateurs qui ont des expériences moins agréables avec, mais ça m'a l'air la qualité m'a l'air assez fiable, enfin suivie, et elle fait bien le travail pour un matériel entre 10 et 12, peut-être jusqu'à 14, 15, maxi. Mais en termes d'évolutivité, 15 kg maximum. Moi, je dirais pour la photographie, oui, je crois, c'est peut-être un peu, le fabricant annonce peut-être un peu plus, mais à 10-12, c'est parfait. Je sais que par rapport à Eoptron, pour l'utiliser, donc CEM60 qui est celle juste en dessous, la 70, enfin la 70 lui a succédé. Il y a plusieurs points que je préfère par rapport au Skywatcher. Alors quand je dis que je préfère, c'est pas par rapport à la qualité en elle-même. Il y a déjà elle dépend pas d'Ascom, elle a son propre, enfin elle dépend d'Ascom, pardon, mais elle a son propre software qui est Eoptron Commander, qui est quand même pas du tout une usine à gaz comme peut l'être celle de Skywatcher. Donc ça j'aime beaucoup. Et puis un point justement que j'aime bien, c'est par rapport justement au cap management, c'est qu'au niveau de la platine, il y a des ports USB et des ports d'alimentation qui peuvent permettre donc directement d'alimenter les différents instruments sans avoir des fils qui vont pendre partout.
Et moi, je sais que c'est principalement pour cette raison-là que j'avais pris cette monture. Alors, c'est vrai que maintenant, il y a énormément aussi d'autres petits objets qui se sont développés pour pallier à ce problème. Donc, c'est plus forcément, on va dire, un avantage par rapport aux autres montures. Mais il y a quand même aussi autre chose, moi, je trouve, qui est important par rapport à la Skywatcher, que ce soit le Q6 ou le Q8 d'ailleurs, c'est son poids. Du fait que c'est une monture, donc, avec le centre de gravité qui est bien équilibré, euh, elle est plutôt légère parce qu'elle fait dans les 15 ou 17 kilos, je ne sais plus, 15 kilos. vas-y, 15 15 kilos. kilos. Elle fait 15 kilos pour supporter donc le double de son poids. Ce qui fait que pour quelqu'un qui fait du nomade, moi je trouve ça quand même plutôt intéressant parce que ça permet justement de pouvoir la sortir assez facilement et rapidement sans se casser le dos, hein, ce qui est déjà pas mal. Et sinon, après, j'ai remarqué, en tout cas sur la mienne, que c'est des montures qui aiment quand même un petit peu de poids dessus. Des setups trop légers, honnêtement, c'est surdimensionné en fait. Mais voilà, 10-12 kilos, c'est le genre de poids qu'elle aime bien mettre en charge. Mais enfin, la grosse problématique, et en tout cas la chose à faire attention quand on vient sur ces montures, pour moi, c'est l'équilibrage. Et alors, l'équilibrage sur ces montures-là, c'est terrible parce que c'est d'une fluidité incroyable. Et donc, il faut vraiment équilibrer sur trois axes, comme on dit. Aussi bien l'axe de déclinaison, donc d'ascension droite, mais rajouter des contrepoids supplémentaires, on va dire, pour un troisième axe, on va dire, parce que la monture, une fois qu'on l'a mise droite, eh ben, on s'aperçoit que même si on a fait un bon équilibrage de base, eh ben, elle va partir. Donc cet équilibrage-là, il est vraiment très, très critique. Et si on le fait mal, la session derrière n'est pas géniale. Par contre, si on le fait bien, sur de bonnes nuits, moi, je suis descendu à 0,35 en termes de RMS total. On peut descendre à du 0,35 de moyenne dans la nuit. Sinon, globalement, la moyenne normale, c'est 0,5. Voilà. Je suis environ à 0,5, 0,6. Alors, ça va dépendre effectivement aussi du signe, hein. Mais voilà, pour Ioptron, en tout cas, je trouve que c'est des montures relativement fiables par rapport à ce qu'ils annoncent au niveau de leurs données techniques. Je me permets de rajouter deux choses à ce que dit M. Teki. Concernant la CEM 60. Monsieur Teki, alors là. Monsieur Teki. Alors, pour la CEM 60, je l'utilise depuis presque 1 an et demi. Il y a une fonctionnalité, elle est très intéressante, c'est le capteur du position 0. Ça correspond en home position. Franchement, en cas de coupure, surtout pour les gens qui travaillent en remote, qui utilisent leur setup en remote, avec la ZEQ6, franchement, il faut intervenir pour remettre la monture en position. Et pour la Ioptron, c'est juste un clic et elle se remet en position 0, c'est-à-dire le home position, facilement. Ça, c'est très intéressant comme fonctionnalité. Et je rajoute, concernant le seul petit souci qu'on a avec cette monture, franchement, c'est l'équilibrage. Il est tellement, tellement sensible à tel point, juste la mise au point, elle peut affecter l'équilibrage. Mais je trouve qu'elle est suffisamment robuste qu'elle peut gérer ça. Et d'ailleurs, la version avec un seul encodeur, avec un échantillonnage de 1,5 ou presque 2, ça nous permet de s'affranchir de l'autoguidage avec des pauses de 300 secondes sans problème. Alors, je suis d'accord avec toi, Aziz, pour l'équilibrage. C'est pour ça que je pense qu'elle accepte des setups plutôt lourds. C'est que plus, en fait, il va y avoir de poids, moins l'équilibrage va être affecté par la mise au point. Mais sinon, alors, je te rejoins complètement là-dessus. Est-ce qu'il y a de la mise en station et de la prise au vent? Qu'est-ce que ça peut donner du coup? Alors, le problème de la prise au vent, c'est qu'effectivement, elle est tellement sensible que quand il y a beaucoup de vent, oui, elle va être affectée. Ça, je suis d'accord.
pour la mise en station, ça c'est nickel. Ils ont prévu deux choses. Soit leur propre pôle master qu'ils appellent iPolar, qui est intégré dans certaines 70 ou dans toutes peut-être, je ne sais pas. Je crois que c'est dans tout. Non, Non. les dernières, les 70G et les dernières 120. Ouais. Et donc là, il y a Il n'y le a pas dans la iPolar. 70 de base, c'est marrant, il me semble que j'ai. Non, de base, non, mais il y a une autre version dénommée G, de mémoire, G. Alors, G, Elle c'est l'auto. intègre. Elle Ils ont intègre l'iGuider l'autoguidage. aussi. La G intègre l'autoguidage, mais le iPolar, Ah, pardon, c'est Non, l'iGuider. C'est oui, l'iGuider. l'iPolar, on l'a en Oui. standard sur les CEM70 et c'est l'iGuider qui est dans la version G, qui permet de, de gérer l'autoguidage, enfin jusqu'à certaines focales. il y a juste en fait voilà, un pôle master intégré, on va dire, qui permet de faire une mise en station relativement précise. Euh, j'ai jamais eu de souci en faisant la mise en station avec le système intégré. Voilà. Alors D'ailleurs, Thierry, le pardon. système intégré, ils ont une procédure. C'est le Polar Alignment Iterate. Il y a 10 microns qui ont cette procédure-là avec les astrophysiques, avec une seule différence. Pour les 10 microns, le Iterate, c'est toujours Polaris avec n'importe quelle étoile du menu, alors que pour les ioptrons, c'est toujours une étoile vers le sud, et une autre à l'horizon, selon l'endroit et la date. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'avoir la polaire de visu pour Oui, pouvoir faire la mise en station. et c'est Ça peut très être un redondant. avantage. C'est aussi un atout. Thierry, toi, par rapport aux montures, il me semble avoir lu toute une longue lecture dans l'astrophoto sur l'importance de la monture. Alors, en ciel profond, la monture, enfin, je vous apprends rien, hein. Faites beaucoup de ciel profond, ça fait la moitié du résultat. Enfin, la moitié. C'est hyper important. En nomade, une mise en station pas trop pénible. Voilà, une bonne stabilité, bon, ça on l'a dit, hein. Une bonne stabilité, donc pas trop sous-dimensionné non plus. Après, là, on parle de ciel profond. En planétaire, on est plus tolérant à la fois sur la mise en station, aussi sur la stabilité, à condition qu'il n'y ait pas de vent quand même trop. Mais c'est sûr qu'en ciel profond, voilà, toutes les capacités d'autoguidage, voire de pilotage à distance, ouais, c'est primordial. Et commandant Shepard, toi, tu tournes avec quoi Alors, on n'a pas parlé de budget, on a parlé Oui. de capacité de charge de 10 à 20 kg. Je verrais trois. Enfin, pour des setups de 10 à 20 kg. Pour des setups de 10 à 20 kg, je verrais trois possibilités. La première étant le premier prix où je mettrais le Q6R ou la ZEQ6 pour leur système d'entraînement à courroie qui est une évolution de l'EQ6 classique et qui fait vraiment très bien le boulot avec des capacités d'atteindre des RMS de guidage de l'ordre de 0,35, 0,40, 0,50, ce qui est déjà très bien pour un échantillonnage d'une seconde d'arc ou d'une seconde et demie, largement suffisant. Capacité de poids qui tient la route jusqu'à 15 kg, effectivement. J'ai eu Q6R et AZ de Q6. J'ai préféré le Q6R en termes d'équilibrage. Je l'ai trouvé plus facile à équilibrer parce que plus souple, moins rigide que la Z de Q6, du fait du système de serrage de la Z de Q6 qui est différent. Je n'arrivais pas bien à équilibrer personnellement la Z de Q6. Je trouve qu'elles sont, ceci dit, pas très sensibles à l'équilibrage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête pendant des heures avec l'équilibrage, comme ça peut être le cas chez Yoptron, ce qui pour moi est un point quand même intéressant, même si, ceci dit, il doit être fait correctement. Donc ça, ce serait pour la gamme de prix des 1500 €, on va dire, 1500 à 2000 €. Après, je verrais une deuxième gamme de prix autour des 4-5 000 € où on trouverait les montures Losmandy, les montures Avalon. Alors, j'utilise actuellement une Avalon Linear et c'est la meilleure monture que j'ai pu utiliser jusqu'à présent en termes de précision. On reste quand même sensible au vent. Alors, c'est un système intégral à courroie. Et là, il y a une forme d'élasticité de la monture qui la rend relativement sensible au vent. Mais c'est ce qu'on peut aussi trouver chez Yoptron dans des montures plus accessibles. Sur le marché de l'occasion, dans ces gammes de prix de 4-5 000 €, on trouve des montures très intéressantes. Des montures astrophysiques, par exemple, d'occasion. Alors, je pense à la P900, qui il y a quelques années, mais qui était vraiment une super monture.
Je pense à la Mach 1 GTO de chez Astrophysique aussi. Je pense aussi à la 10 micron GM1000, 10 microns, 10 micron. Bon, j'ai la GM1000 qui est une super monture qu'on trouve d'occasion dans cette fourchette de prix. Et puis après, on passe sur la fourchette de prix d'au-dessus où on se rapproche des 8-10 000 euros, où on trouve la GM1000 neuve ou alors des super montures astrophysiques neuves. Et en fait, voilà, la question du budget est évidemment importante pour déterminer le choix de la monture. Bah, écoutez, on est bien. Donc, ça, écoute, on en a deux finalement. J'ai eu peur à un moment que ça tourne au massacre pour le compte Jean-Baptiste, mais on a quand même deux qui défendent Skywatcher Ouais. et deux qui sont pro-Ioptron, plus Thierry qui, lui, se situe au-dessus de la mêlée, c'est toujours une bonne position. On va attaquer la troisième et dernière partie de cette rubrique, où il a été demandé à chacun d'entre vous de sélectionner un accessoire ou un appareil que vous trouviez utile, indispensable, important, où vous adorez utiliser. Donc, je vous propose de faire le tour. On va commencer par le commandant Shepard. Mathieu, qu'as-tu à nous proposer? Je n'ai pas préparé cette rubrique, mais là, ce qui me vient, du coup, je réfléchis en même temps. Un des accessoires qui m'a fait changer de monde, c'est le laser Wigglator. Alors voilà, je vais parler de ce laser Wigglator que j'ai dans sa formule 2 pouces et qui, quand j'ai franchi le pas d'acheter ce laser, alors d'occasion, parce qu'en neuf, c'est quand même 300-400 euros, il me semble. Mais voilà, j'ai pu le trouver d'occasion à un prix très raisonnable et ça a vraiment été un changement total dans la collimation du Newton. Dans la collimation du Newton, du fait de son usinage ultra précis sur le coulant 2 pouces, de son réglage d'usine qui ne bouge pas, qui est réputé très stable et fidèle. Enfin, voilà, dès qu'on l'achète, il est réglé, il n'y a pas à le régler. C'est vraiment un super accessoire, je trouve, et un bon investissement pour la collimation des Newton ou des Richer chrétiens notamment. Voilà. Je ne sais pas trop quoi dire de plus. Je trouve que c'est vraiment un super objet que je suis content d'avoir. Déjà, tu viens de faire ma journée. Moi, je viens d'acheter un Wigglator pour la collimation de Richer chrétien, donc ça me fait extrêmement plaisir. Aziz. De ma part, ça sera pas un accessoire pour le nomade, mais plutôt c'est un accessoire pour les observatoires, quoi. Surtout personnel. Je vais parler du CloudWatch, le AAG. Franchement, depuis que je l'utilise, carrément, comment dirais-je, il nous rend la tâche vraiment très, très, très facile et surtout côté automatisation. Surtout avec le matériel, on sait parfaitement que les setups, ça coûte des fortunes, quoi. Laisser ça et laisser laisser le matériel fonctionner sans le suivre. Bien sûr, on ne peut pas rester derrière nos écrans durant toute la nuit. Et ce capteur-là, vraiment, il nous fait des économies, surtout en termes et surtout en termes de matériel. Alors, pour le AHG, c'est un petit boîtier. Il englobe plusieurs capteurs. Il y a le capteur de nuage, il y a le capteur de pluie, un troisième pour la lumière, un capteur de température et un capteur d'humidité relative. Et un autre en option, c'est l'anémomètre. En gros, il y a 6 capteurs et il peut être utilisé sur n'importe quel système Windows, Linux, Indigo. Et même, il y a un petit PC prioritaire de la société Lunitico si on ne veut pas le brancher avec un PC pour qu'il reste autonome, quoi. Ce qui est intéressant pour ça, il y a pas mal de petits logiciels qui gèrent tout l'observatoire, surtout s'il y a un changement intempestif de la météo. Il permet carrément de mettre en sûreté l'observatoire en entier. C'est en stoppant les acquisitions, il met la monture en parc et puis il ferme le toit. Ça, c'est intéressant, surtout pour ceux qui ont un observatoire. Je trouve que vraiment, comment dirais, c'est l'accessoire ou la boîte qu'il faut
qu'il faut avoir, surtout si on a un observatoire. Alors, merci Aziz. Jean-Baptiste. Alors, moi, c'est un accessoire. Bon, c'est pas très original, mais c'est un accessoire qui n'est pas destiné à ceux qui possèdent une monture Ioptron avec cette fonctionnalité-là déjà intégrée. On en a parlé tout à l'heure, mais pour les autres, c'est assez intéressant. C'est le Polemaster, le QHY-CCD, qui est un petit accessoire qui est pas bon, qui n'est pas indispensable, au sens où si vous réussissez à faire bien votre mise en station, ça ne vous apportera pas énormément en plus. Si vous avez des difficultés à faire la mise en station, par contre, là, c'est assez intéressant. C'est un petit accessoire qui vient se loger sur la monture avec un système d'adaptateur selon la monture que vous utilisez et qui permet de visualiser en temps réel, sur écran, de faire la mise en station vraiment en à peine 5 minutes, de manière très très précise, beaucoup plus précise que ce qu'on peut obtenir avec les cercles qui sont dans le viseur polaire. Moi, auparavant, j'utilisais QMOD et je passais par la fonctionnalité de QMOD pour mettre en station. Donc, c'était bon, mais c'était pas génial. Mais ça suffisait pour faire des pauses. J'ai jamais eu de gros soucis liés à la mise en station pour faire mes photos. Mais depuis que je suis passé au Polemaster, vraiment, ça permet d'atteindre une précision où on limite énormément les corrections sur l'axe de déclinaison. Et ça, je l'ai remarqué au cours des séances qu'on suit. Beaucoup moins de corrections en déclinaison tout au long de la nuit et au final un RMS qui baisse bien, de manière assez significative. Donc à voir en fonction du prix, en fonction de la précision de votre mise en station actuelle. C'est un petit accessoire qui est pratique, qui existe d'ailleurs, qui est proposé par d'autres, par Pyro Astro ou d'autres fabricants qui proposent leur propre système. En tout cas, c'est un accessoire moi, que je recommande. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Mathieu? Alors moi, j'ai pris comme accessoire un accessoire que beaucoup d'astros ont, c'est les filtres. Et par rapport aux filtres et au choix des filtres, en fait, il y a énormément de possibilités et certains peuvent nous faciliter grandement au niveau du traitement, alors que d'autres, à l'inverse, peuvent nous rendre le traitement comme un enfer. Alors, on a aussi toutes les gammes de prix et la gamme de prix va souvent avec l'étroitesse de la bande passante. Et par rapport à ça, on entend aussi parfois un petit peu tout et n'importe quoi. C'est sujet à débat de toute manière, à savoir que plus les filtres sont étroits, moins on va avoir de signal. Donc ça, c'est une chose qui souvent est complètement fausse, parce que quand on regarde, en fait, quand on vient isoler, il faudrait que je te donne, en fait, j'avais sorti des petits graphiques par rapport à ça. Il faut regarder la largeur de la bande passante à mi-hauteur au niveau de la FWHM, et ça va nous donner donc l'étroitesse du filtre et la taille, oui, de la bande passante du filtre. Mais par contre, par rapport à la transmission ou à la transmittance, on voit bien donc que l'arrêt H-alpha peut avoir, par exemple, 90-95%, donc ce qui est largement suffisant pour pouvoir isoler cette raie. Là où on a une perte de signal, effectivement, par rapport aux filtres qui sont très, très étroits, c'est que par rapport éventuellement au signal qu'on peut avoir, donc quand je parle du H-alpha, par exemple, il y a le N2 juste à côté. Le 5 nanomètres, je crois qu'il le coupe déjà un petit peu. Le 3,5 et le 3 le coupent entièrement, alors que le 7 nanomètres ne le coupe pas. Donc, effectivement, on a peut-être une perte de signal quand on a un 5 nanomètres, par exemple, ou un 3 nanomètres, mais pas sur la bande H-alpha. On va l'avoir sur l'arrêt N2. Donc, c'était juste pour clarifier un petit peu les choses par rapport à ces filtres et dans le choix des filtres. À savoir aussi que, évidemment, plus on est dans une zone polluée, plus ça va être intéressant de choisir de bons filtres. Alors, je ne vais pas dire après quel filtre à choisir, parce que ça va aussi dépendre de son setup, de sa caméra, et puis si on a une lunette, si on a réfracteur ou réflecteur, on va dire. Mais voilà, les filtres, c'est vraiment quelque chose aussi dans lequel il faut faire attention, qui peuvent nous permettre d'optimiser nos images et surtout nous faciliter le traitement. Voilà. Merci beaucoup Mathieu. Thierry? J'avais pensé aussi aux filtres, puisque voilà,
Ça n'a pas toujours existé, des filtres à bande très étroite comme ça. Effectivement, je rejoins tout à fait Mathieu. Une bande plus étroite permet d'isoler mieux l'arrêt qu'on cherche à obtenir, donc d'avoir moins de signal, mais moins de signal de pollution, pas moins de signal sur l'arrêt qu'on cherche à isoler. Donc, hormis le prix, je dirais en général, le plus étroit, c'est le mieux, même si c'est plus cher. Donc ça, c'est bien. Alors, je vais essayer d'être original. Moi, ça, c'est un de mes dadas aussi, mais ça n'a rien à voir. C'est les systèmes d'assistance à la mise au point. On a des optiques qui sont, on va dire, de bonne qualité maintenant. On cherche toujours à avoir les optiques de meilleure qualité qu'on puisse trouver pour un budget donné. On a des pixels qui sont de plus en plus petits. Et donc là-dessus, les contraintes sur la mise au point sont de plus en plus serrées. Quand on avait des pixels à 9 microns, les contraintes sur la mise au point étaient plus lâches que quand on a des pixels à 3 microns 8 ou voire à 2 microns 4 avec certaines caméras. Donc la mise au point, c'est devenu un des maillons importants de la prise de vue et notamment, ça peut être un des maillons faibles de la prise de vue. D'autant plus qu'en ciel profond, la température nocturne change, la température de l'instrument change, donc la mise au point bouge. Donc tout ce qui peut être assistance à la mise au point, c'est une chose à prendre. Alors je ne vais pas citer de marque ou de nom particulier, mais moi j'aime bien les systèmes qui peuvent faire une mesure de la position de mise au point. Voilà, ça donne une indication d'où on en est. J'ai un système, alors ça c'est sur le C14, j'ai un système Optec de crémaillère numérique avec affichage numérique et sonde de température, si c'est pour du ciel profond, pour compenser les variations de température. Donc ça, je trouve que c'est très très bien. Pendant très longtemps, et je l'ai encore, j'utilise encore sur ma FSQ, c'est un simple comparateur, hein, ça coûte 20 à 25 euros. J'ai un petit système d'installation du comparateur numérique sur la crémaillère de mise au point. Et ne serait-ce que quand je fais du solaire ou du planétaire ou du lunaire, ça me permet toujours de savoir où j'en suis, de retoucher la mise au point sans avoir peur de perdre la bonne position là où j'étais. Finalement, c'était la meilleure, je ne sais pas la retrouver. Donc moi, tout ce qui aide à la mise au point, mesure de position de mise au point, voire compensation de température, je trouve que c'est vraiment important. On voit, moi je le vois sur alors je recite encore la FSQ parce que c'est une aide que j'utilise pas mal, mais sur la FSQ à F5, ça se joue à quelques centièmes. Retrouver les quelques centièmes à la main, moi je ne sais pas faire de manière fiable. Voilà. Donc j'ai besoin d'une aide pour ça, c'est peut-être mon grand âge, hein, mais j'ai besoin d'une aide pour ça, pour trouver la bonne position de mise au point et être sûr que j'y suis. C'est effectivement très pratique. Merci Thierry. Après, pour la mise au point, il y a le masque de Batinov qui rappellera des souvenirs à certaines M42 prises au Maroc, n'est-ce pas, Aziz? Je ne t'ai pas oublié là-dessus. Chacun de nos chroniqueurs va donc vous proposer un objet du ciel profond ou une planète, peut-être une zone d'une planète, on ne sait pas, à photographier en ce moment, du moins en cette période. Et on va commencer par Thierry Legault. Je passe mon tour pour l'instant. Tu passes ton tour pour l'instant. Courageux, mais pas téméraire. Eh bien, on va reprendre par Mathieu, alors. J'y vais? C'est moi? Ouais. Mais parce que l'autre, c'est le commandant Shepard, justement. OK. Mais alors, on s'habituera à force. Moi, donc, j'avais préparé un truc très rapide sur la nébuleuse de la Lagune, qui est M8, qui est citée dans le Sagittaire. Donc, on peut la retrouver en ce moment en fin de nuit. Alors, au niveau de sa taille, elle est vachement étendue quand même parce qu'elle fait 1,30 degré sur environ 40 secondes d'arc. Et il y a un petit amas ouvert à côté, NGC 6530, qui est bien sympa. Au niveau de sa prise de vue, donc, il faut quand même faire un petit peu attention parce que si on veut faire une petite mosaïque aussi avec M20, qui est la nébuleuse Trifide, qui est à côté, à ce moment-là, donc, il faut vérifier son cadrage pour pouvoir la prendre en photo. Au niveau à ses côtés, on a aussi des nébuleuses du catalogue Sharpless comme SH2, 28, 29 et 31. Et c'est une nébuleuse donc relativement brillante qu'on peut aussi bien shooter en SHO et en RVB. Donc, ce qui est plutôt pas mal parce que pour les novices, il n'y a pas beaucoup de signal avec une prédominance en H-alpha et elle convient aussi bien aux petites focales qu'aux grandes focales. Donc, au niveau de ses acquisitions, évidemment, il faut prendre soin. Par rapport au traitement, ce que je conseille sur cette nébuleuse,
Si on l'a fait en SHO, c'est qu'au niveau de la luminance, on va évidemment prendre la H-alpha, mais je conseille aussi de prendre la couche S qui révèle des petits détails qui sont plutôt sympas au niveau du cœur de la nébuleuse. Et faire attention aussi au niveau du traitement à ne pas trop utiliser le HDR. Il ne faut pas avoir la main trop forte pour ne pas la rendre terne et la fadir complètement, sans quoi elle perdrait quand même pas mal de sa dynamique. Donc, on voit souvent passer des images qui ont pas mal de détails, mais au final qui sont ternes parce qu'il y a trop de HDR dessus. Voilà. Et évidemment, attention aux étoiles qu'il faut protéger un maximum quand on fait, parce que la beauté d'une image, pour moi, dépend à plus de 50% de la beauté des étoiles derrière. Et on va passer à Jean-Baptiste avant que Mathieu nous fasse un court Pix Insight parce que je me sens bien parti. Jean-Baptiste, à toi. Merci, Mathieu. Ouais, moi, pour débuter, quand on est au mois de juin, je pensais à un petit objet pas trop connu qui s'appelle M13, la Hercule. Donc, vraiment, désolé, c'est un objet que tout le monde connaît, mais en ce moment, je pense que c'est vraiment le bon mois pour photographier M13 parce qu'il est là dès qu'il fait nuit, il passe bien au zénith, il est facilement observable, il peut être facilement photographié. C'est un objet sur lequel les débutants aiment évidemment faire leurs armes. C'est un objet sur lequel les astrophotographes un peu plus aguerris reviennent toujours avec plaisir parce qu'on a toujours moyen de faire un petit peu mieux que ce qu'on avait fait la fois d'avant. C'est un objet qui est à la fois simple, mais qui peut avoir quelques complexités pour le faire au mieux. Si on peut le faire de manière très simple, même avec un APN, pas besoin d'un équipement extrêmement performant pour faire ça. On peut le faire avec des focales assez variées. Ça fait une vingtaine de minutes de diamètre. Donc, c'est un objet qui est relativement gros. On peut le photographier en grand champ. Alors, il n'y a pas énormément d'objets très spectaculaires autour, mais c'est toujours assez sympa, même s'il est un peu petit, de le replacer dans son environnement. Au contraire, si on a un gros télescope avec un bon diamètre, un peu plus de focale, on peut s'amuser à aller chercher de la définition dans l'amas lui-même. On peut avoir différents objectifs aussi selon la qualité de son ciel, la présence de la Lune. Il est assez brillant, mais si on bénéficie d'un bon ciel, qu'on a une bonne détectivité dans le fond de ciel, ça enrichit considérablement la vision finale. Il se prête bien évidemment aux poses courtes avec les nouvelles caméras pour figer la turbulence. Et puis après, si on veut complexifier un peu les choses, on peut envisager de mixer des poses longues et des poses courtes pour décramer un petit peu le cœur, si jamais les poses longues, pour vraiment donner de la densité à l'amas, on cramait le cœur de l'image. Donc voilà, je pense que c'est un bon mois pour ceux qui ne l'ont jamais fait, l'essayer, et puis ceux qui l'ont déjà fait peuvent essayer de faire mieux que la fois d'avant. C'est vrai que la Mad Hercule, c'est un objet que j'aime bien en tout cas, et vous avez même 2 conseils pour le prix d'un, parce qu'il y a M92 qui est juste à côté et qui fait globalement les mêmes conseils. Il ressemble quand même assez globalement à M13, en tout cas pour les problématiques de prise de vue et tout. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Commandant Shepard, à vous. C'est la fin du printemps. Alors pour les nostalgiques qui ont peut-être raté la saison des galaxies avant de s'attaquer aux nébuleuses qui vont se lever dans le signe, j'aurais envie de dire tout simplement d'aller explorer encore un peu la Vierge ou la chevelure de Bérénice, où on trouve des magnifiques amas galactiques. Donc là, on peut à n'importe quelle focale se faire plaisir. À longue focale, on va essayer d'obtenir un peu de détails dans des couples de galaxies, des trios, voire même à longue focale, avoir une multitude de galaxies à l'image, tout comme à plus courte ou moyenne focale, avoir là vraiment une immensité, un champ vertigineux en termes de nombre de galaxies. Je pense à l'amas Coma Berenice, l'amas de galaxies qui s'appelle Coma Berenice, qui est vraiment super intéressant, ou à l'amas de la Vierge, à la chaîne de Markarian, etc. Bon, la saison se termine, mais on peut encore s'y aventurer. Après, on a le cygne qui se lève, bien sûr, donc là, toutes les nébuleuses qu'on connaît tous. Mais il y a un objet auquel j'avais pensé qui est peut-être un peu moins connu, qui est un amas globulaire. Donc, les conseils de Jean-Baptiste seront applicables, qui a la particularité d'être couplé avec un autre amas globulaire qui est tout proche. Donc, il s'agit de Messier 53, qui est couplé avec NGC 5053, il me semble, de mémoire. Et donc là, dans un même champ, on peut avoir 2 amas globulaires et c'est très joli. Je pense notamment à une image de Thomas Leluc qui avait photographié l'année dernière, il me semble, ce couple, à une focale d'environ 900 ou 1000 avec un capteur plein format. Vous pouvez les rentrer tous les deux. Ou alors avec un capteur APS-C avec une focale peut-être de l'ordre de 4 à 600 mm
pour avoir quand même un peu de résolution sur les étoiles des deux amas, tout en les ayant tous les deux dans le champ. Parfait, merci beaucoup, commandant Shepard. Aziz. Alors, de ma part, c'est une nébuleuse qui est dans le ciel, dans l'hémisphère nord. Elle est observable dans les meilleures conditions entre mai et septembre. Donc, située dans la constellation de la Lyre. Vous voyez me venir, c'est M57. Sa magnitude, elle est de 8,8. Malheureusement, c'est pas pour le visuel, mais avec des petites jumelles, voire un petit télescope, elle est tout à fait possible de la visualiser. Pour son diamètre, elle a un diamètre angulaire de à peu près 3-4 minutes d'arc. Pour ce qui normalement, je dirais qu'il y a 3 défis. Elle est normalement accessible pour tous les astrophotographes, mais il y a quand même quelques défis à soulever. Notamment, c'est de mettre en évidence les anneaux extérieurs en H-alpha pour les astrophotographes plus aguerris. Il y a pas mal d'anneaux. Normalement, il y a 2 anneaux extérieurs en H-alpha qu'on peut les mettre en évidence. Et ceux qui ont une focale, vraiment une focale de 2 mètres et plus, c'est de repérer, peut-être résoudre le système d'étoiles. Il est situé à peu près 40 secondes d'arc. C'est un système d'étoiles appelé double-triple. Il est juste à côté. C'est très intéressant de faire ces 2 défis-là. Ok, merci beaucoup Aziz. Thierry. Oui, moi je vais parler, c'est peut-être un peu bateau, mais je vais parler de mon objet de ciel profond préféré, je m'en lasse pas. Alors, on va commencer à pouvoir la faire là, ces temps-ci, sur les mois qui viennent, c'est les dentelles du cygne que j'adore. Et en plus, c'est un objet, je trouve, qui est pas trop difficile à traiter. Moi, le traitement, c'est pas ce qui m'amuse le plus. Il n'est pas trop difficile à traiter, il n'y a pas de grosse différence de luminosité. C'est un objet qu'on peut faire à toutes les focales, même avec un objectif photo pour avoir une vue d'ensemble, ou à plus grande focale pour avoir plus de détails dans les volutes des dentelles. On peut le faire avec un APN en RVB, ou avec une caméra couleur. On peut le faire en bande étroite. Enfin, il y a de multiples manières de le faire et de le visualiser. Et je trouve que c'est un objet voilà, absolument génial. Et c'est un objet qui est formidable aussi au niveau visuel. Dans un télescope, voilà, 200, 300, 400 ou plus, et un oxygène 3, on voit des choses aussi fabuleuses sur cet objet-là. Donc, c'est vraiment c'est mon préféré. C'est vrai que c'est beau. Après, sur la simplicité du traitement, j'ai vu Mathieu hocher la tête, mais ça sera l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup à vous 5 pour cette rubrique Pletzel, en espérant avoir donné quelques idées d'objets à photographier. On va attaquer maintenant la dernière rubrique que quelques-uns et quelques courageux qui nous ont envoyé leurs photos attendent. Ça va être la rubrique traitement. Je voudrais dire que toutes les images qu'on a vues, moi, je voudrais féliciter tout le monde parce que c'est vraiment, on sent que derrière chaque image, il y a beaucoup de soins, beaucoup d'applications. Enfin voilà, on sent que c'est pas fait à la va-vite, on sent qu'il y a des heures de boulot derrière au niveau acquisition, au niveau traitement. Alors, sur certaines images, on va donner des pistes d'amélioration probablement, mais tout est toujours améliorable, évidemment. Mais voilà, globalement, moi, je trouve que le suivi de quasi-totalité des images, le suivi est bon. Je me souviens historiquement, on avait des problèmes de suivi, les étoiles étaient souvent ovales, voire pire. Donc là, vraiment, on sent que le suivi est bien maîtrisé. Moi, je trouve aussi au niveau des cadrages, je suis très à cheval sur les cadrages en général, que ce soit voilà, du lunaire ou du ciel profond. Je trouve que bien préparer son cadrage, c'est un facteur très important et on ne doit pas le négliger. Et je trouve que sur à peu près toutes les photos, le cadrage aussi, moi, je trouve qu'on sent qu'il a été soigné, même si sur quelques-unes, ça peut être un petit peu perfectible. Mais je trouve que là aussi c'est bien. Moi, ce que je reprocherais dessus, là, c'est que je pense justement qu'elle est un petit peu terne, avec les étoiles qui mériteraient d'être un petit peu réduites encore. Au niveau de son matériel, un masque de chanfrein peut être pas mal.
Et puis, peut-être faire attention un petit peu au niveau du gradient. On en retrouve un petit peu, notamment sur le coin supérieur droit. Je pense qu'ils font un masque de frein pour soigner ça. Mis à part ça, je soupçonne un HDR un petit peu qui aplatit l'image. Mis à part ça, pas de remarque. Jean-Baptiste? Alors déjà, c'est au niveau du cadrage, moi je la trouve sympa parce que déjà, je salue le courage de faire une mosaïque avec quatre panneaux comme ça, parce que c'est jamais forcément évident. Alors, je dirais que c'est un bel essai, mais qu'il faut optimiser un petit peu la technique de la mosaïque, parce que malheureusement, en ouvrant l'image, on voit que c'est une mosaïque de quatre images, et on peut presque délimiter les séparations de chacune, tant à la verticale qu'à l'horizontale. Donc, il y a ce petit aspect-là encore à améliorer. Alors après, c'est pas toujours facile selon qu'il y a des gradients et tout pour bien corriger et harmoniser les tuiles entre elles. Et puis, peut-être un petit... au niveau des couleurs, c'est pas forcément ma tasse de thé. Ça manque un petit peu de pêche sur les rouges. Mais je salue quand même la performance d'une mosaïque avec 4 tuiles, même si c'est pas parfait techniquement. Thierry? Pas grand-chose à rajouter. Le cadrage bien aussi, effectivement. Les couleurs, ouais, peut-être qu'elles pourraient être un petit peu plus claquantes, mais on voit beaucoup de photos, peut-être de plus en plus, avec des couleurs hyper saturées. Bon, quelque chose un petit peu plus pastel, pourquoi pas. Ah oui, alors donc cette image rejoint ce qui a été dit pour le cadrage, qui est chouette puisqu'on a les deux objets, hein. Donc c'était le but, hein, de réussir la mosaïque avec les deux objets. Effectivement, on peut remarquer la différence d'homogénéité du fond de ciel d'une tuile à l'autre, ce qui est une des difficultés avec les mosaïques, hein. Alors ça, bon, la gestion des gradients sur chaque tuile, avant les assembler, doit pouvoir permettre de rendre la chose un peu plus homogène. J'aime bien les couleurs pastel, justement. C'est vrai que j'ai trouvé original. Alors, à mentionner la belle couleur des étoiles aussi, puisque les étoiles sont bien colorées, et ça, c'est vrai que c'est toujours appréciable sur une image. Les halos sont relativement contenus, même s'ils sont présents sur les grosses étoiles, mais bon, on voit que ça a été quand même contenu au traitement. Les étoiles ont de belles couleurs. Alors, techniquement, je serais un peu gêné par les aigrettes du Newton qui montrent un signe, alors, soit de légère décollimation ou peut-être de tilt. Alors, de mise au point, je ne pense pas, mais bon, on voit que les aigrettes sont légèrement dédoublées. Je ne pense pas que ce soit la mise au point. La couleur, oui, effectivement, certains pourraient trouver fade. Je l'ai trouvée originale et du coup, je la trouve assez douce et sympa à regarder dans sa globalité, l'image. On a une lycée 1848. Qui est superbe. Ouais. Ah, elle est magnifique. Ouais, les couleurs sont vraiment magnifiques, je trouve aussi. Ouais. Ouais. Rien à dire pour moi. Bah, mis à part peut-être le cadrage, mais je soupçonne qu'il travaille en remote. Dans ce cas, il ne pourrait pas faire autre chose. Là, on va partir sur une trompe d'éléphant. Bon, moi, elle me plaît bien. Alors, c'est vrai qu'au niveau cadrage, c'est serré, hein, mais bon, on a le champ qu'on a. Je ne sais pas s'il n'y aurait pas eu moyen de cadrer un peu différemment en faisant tourner la caméra, parce qu'il y a des choses intéressantes en bas à droite, mais j'en ai pas la preuve. Donc, voilà, je ne vais pas dire que le cadrage n'est pas bon. Elle me plaît bien, moi. Moi, je la trouve très, très sympa aussi. J'aime bien les couleurs, notamment le rendu qui est obtenu au niveau de la trompe avec le halo un peu jaune qui se découpe sur la partie bleue en arrière-plan. Alors effectivement, au niveau du cadrage, peut-être que ça pourrait être un petit peu amélioré pour que les structures en bas ça apporte un peu plus de contraste à l'image. Mais en soi, c'est déjà une très très belle image, je trouve. NGC 4725. Elle est plutôt sympa. Moi, je dirais qu'au niveau des étoiles, faire attention par rapport à l'acquisition. Je pense aussi qu'au niveau du nombre de pauses, elle mériterait peut-être un petit peu plus de pauses afin de diminuer au niveau du bruit, notamment un petit peu un bruit chromatique.
une nébuleuse du cœur, IC 1805. Cœur et poisson. Alors, si au niveau des étoiles, je les colorerais un petit peu plus. Elles sont un petit peu ternes. Voilà, je les trouve un peu trop blanches et du coup, ça fait un petit peu trop uniforme. Voilà. Ouais, je rejoins Mathieu pour la couleur des étoiles. Et puis, alors l'image est belle dans sa globalité. Hein, Oui. Ouais. c'est intéressant. Ouais. Les accentuations de détails sont jolies. Je dirais qu'elle est un peu bicolore pour une SHO et que peut-être enrichir un petit peu la palette pour aller chercher prononcer un peu plus la troisième couleur, puisque là, on a essentiellement l'ocre et le bleu. Et peut-être qu'on aurait pu distinguer un peu plus l'ocre du jaune, par exemple, ou ajouter une composante peut-être verte, magenta, en tout cas travailler sur une diversité de la palette, même si elle est déjà très jolie comme ça. C'est vrai que souvent sur les images SHO, on passe beaucoup de temps, c'est long l'acquisition des couches, et par rapport au temps qu'on passe sur les SHO, on peut passer un petit peu de temps, consacrer un petit peu de temps aux couches RGB, même quelques pauses pour retrouver la couleur des étoiles à la fin. Ça apporte beaucoup à l'image, je trouve, et notamment ça évite c'est toujours compliqué de calibrer la couleur des étoiles en SHO, et avoir les RGB, ça permet justement de ne pas avoir cette uniformité entre les teintes majoritaires de la nébuleuse et les étoiles, qui là sont un petit peu toutes de la même couleur, jaune. Et je pense que l'image y gagnerait vraiment, effectivement. Et en soi, c'est déjà une belle image. Ouais. Pardon, à M106 et ses voisines. Ah bah le bruit, sinon. Hein. Ouais. Oui, je pense que c'est dû au manque de pause. Ça a été fait avec un 600D, donc qui n'est pas un appareil de dernière génération. Alors, on a pire, hein, on en a une autre qui est faite avec un 1000D, c'est encore plus ancien. Donc, c'est sûr que ça n'aide pas au niveau bruit, hein, ces appareils de génération assez ancienne, mais effectivement, plus de pause, ouais, c'est sûr que là, c'est incontournable. Plus de pause et peut-être l'ajout, si possible, avec ce matériel, d'une petite couche H-alpha qui permettrait de mettre en valeur au niveau de la galaxie des petites extensions qui sont sympas. C'est ça, M101. Voilà une image que j'ai vraiment trouvée très réussie, vraiment superbe. J'aurais juste mis un bémol sur l'intégration du H-alpha dans les bras de la galaxie, qui est un peu dur à mon goût, peut-être un peu trop raide. Les étoiles sont superbes, la collimation de l'instrument, la couleur des étoiles, le traitement de la galaxie et ses couleurs, mais voilà un petit bémol sur l'intégration du H-alpha qui est un peu saturé à certains endroits et se détache peut-être de manière un peu pas assez naturelle des bras de la galaxie. Et puis peut-être que j'aurais un peu plus accentué les détails proches du cœur. Voilà, mais c'est vraiment une image très, très réussie. C'est quoi, une M101 également? Ouais. Bah, c'est ça, c'est à la limite, il lui faudrait une petite couche de H-alpha pour la rehausser un peu. C'était la critique sur cette image. Ok. Alors, la gestion du bruit du fond du ciel, c'est impeccable, quoi. Celle-là, c'est celle qui est faite avec un 1000D, justement, non? Oui, je crois. Ouais. Avec un 1000D. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas oui, de... C'est fait avec un 1000D défiltré partiel. 1000D défiltré, je crois, ou refiltré. Ouais. Mais c'est à souligner parce que c'est sûr que le 1000D a 5 électrons de bruit de lecture et puis un rendement qui était ce qui était à l'époque. C'est quand même un beau résultat. Hein. Je peux pouvoir commencer au 1100D défiltré aussi. Je trouve que c'est un résultat tout à fait... D'ailleurs, en petit aparté, je trouve qu'on ne prend pas assez en compte quand des gens remettent des prix, les différences de setup qui peuvent y avoir, ou proportionnellement à l'équipement, certains sortent des photos extraordinaires avec des moyens plus que limités et ne sont pas forcément récompensés. Alors moi, c'est une remarque générale aussi, mais vous ne garderez pas forcément ça, peu importe, mais j'ai aussi regardé les échantillonnages, les valeurs d'échantillonnage pour chaque image. J'ai calculé l'échantillonnage. Et clairement, par rapport à la discussion qu'on a eue tout au début, où on voit qu'on n'a pas besoin forcément d'une grande focale maintenant avec des pixels de plus en plus petits, on voit que la corrélation, pour moi, elle est très claire entre ce qu'on peut appeler le piqué finalement apparent sur les images, c'est-à-dire le fait que les étoiles apparaissent plus ou moins fines ou plus ou moins empâtées, c'est clairement proportionnel à l'échantillonnage. Hein. Et on voit que les images où les étoiles sont les moins fines, alors les moins fines,
en visuel, comme ça, en visualisation, l'image à 100% à l'écran. Hein. Ça ne veut pas dire moins fine en seconde d'arc, mais ça veut dire moins fine à l'écran. Clairement, c'est là où il y a l'échantillonnage le plus fin. Et moi, ça rejoint, enfin, j'ai tout à l'heure, c'est-à-dire que si on veut des images voilà, qui apparaissent assez fines, on n'a pas besoin aujourd'hui d'une grande focale. Une focale plus courte, on gagne en finesse sur les étoiles. Alors peut-être qu'on perdra un petit peu en détail si le signe est très bon, si le guidage est très bon, mais on va perdre en champ. Et donc, si on veut faire des mosaïques, ben, on va perdre du temps de notre côté. Moi, je suis de plus en plus fanat des focales, on va dire pas trop longues. Voilà. Qui simplifie un peu tout. Un champ large dans le signe sur le croissant. Très belle, d'autant que on les a vus passer sur les réseaux sociaux et qu'Arnaud a fait plusieurs versions, notamment SHO. Non, je trouve que c'est un très beau champ. D'ailleurs, on voit pas tant de photos que ça avec un champ aussi important. Donc là, c'est fait avec un téléobjectif. Moi, je trouve ça assez fin. Voilà. On voit bien les objets principaux, les principales zones autour de l'étoile Sadre. On voit bien le croissant, on voit bien la tulipe, on voit bien le petit bras, le petit pont de la bulle WR134 dessus. Moi, franchement, j'aime bien. Après, sur le traitement, on pourrait éventuellement aller peut-être chipoter un petit peu sur le lissage qui est fait sur le fond de ciel. Mais je trouve qu'il y a au-delà des petits défauts qu'il peut y avoir, je trouve qu'il y a une énergie qui se dégage de l'image qui est intéressante. Moi elle me plaît bien ça. Et c'est fait avec un 135, effectivement. Donc, voilà, je pense que, enfin, en paraphrasant ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui avec des caméras à petits pixels et avec des focales. Alors, peut-être pas descendre jusqu'à 135 forcément, mais des 200, des 300, des téléobjectifs de 300. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Ça couvre bien des capteurs assez grands. On a du champ, les étoiles sont piquées. Voilà. Et des setups légers avec des montures légères, du coup. Tout est plus léger, tout est plus facile. Qu'il fasse juste attention en fait au niveau de ses bords de ses images qu'il n'a pas forcément coupé suite au dithering. Donc juste faire attention au crop en fait de son image parce qu'on voit tout autour en fait les délimitations à cause du dithering. Dans C'est fait Calamar. C'est une de mes préférées parmi celles qu'on nous a envoyées. Alors pas au niveau forcément de l'exécution technique, mais je trouve que cet objet en soi est suffisamment difficile pour que quand on arrive à le sortir, déjà on puisse être content. Et l'image en elle-même est bien, le calamar est bien mis on le voit clairement. Alors c'est au prix que les curseurs ont été quand même pas mal tirés, mais c'est un résultat moi, que je trouve très beau et très intéressant. Et c'est un objet vraiment difficile pour le coup. Ce qui est intéressant pour le calmar, c'est ce que je vois que juste à peine 300 secondes en O3, ils arrivent à faire ressortir autant de signal, bah, quand même. Bah, moi, je l'ai fait l'année dernière, mais c'était des pauses unitaires de 1200 secondes quand même. NGC 6822. Alors moi, j'aurais juste à dire par rapport à son fond de ciel, de le soigner un petit peu plus parce qu'il est pas forcément bien équilibré, en tout cas enfin, sur mon écran. Il tire un petit peu sur le bleu, je trouve. Donc voilà, comme piste, je verrais améliorer le fond de ciel pour mieux faire ressortir le centre. Alors, je ne sais pas, c'est toujours délicat de dire ça sur l'image finale, mais on a l'impression aussi qu'autour de la galaxie, il y a une espèce de zone un peu plus sombre, et souvent, c'est des résidus de ce qui se passe sur des extractions de gradients qui sont faites assez tôt dans le process, genre ABE ou DBE. Ouais. Et souvent, si on le pousse un peu trop, eh ben, on a l'objet principal. C'est globalement, l'image est assez uniforme, mais par contre, on a une espèce de halo noir autour de l'objet principal. Ou alors une question de flat, peut-être, éventuellement. Oui, ou une question. Mais justement, pour essayer de corriger des flats, on peut arriver à une espèce d'excès inverse où ça a plus, les bords sont plus éclaircis et puis ça a un petit peu du coup assombri au milieu. Donc, alors c'est difficile de savoir si c'est le flat ou si c'est au traitement, mais effectivement, il y a un petit point d'attention aussi là-dessus. Sinon, l'objet en lui-même est intéressant.
C'est original. C'est original. C'est original, Ça faisait qu'on voit pas, on voit très peu. On voit pas C'est vrai qu'on souvent. voit peu. Ouais. Moi, je pense que c'est une image qui mériterait d'être vue en full parce que la version transmise, Ouais. je trouve, on a du mal à zoomer et à voir un petit peu certains détails sans avoir une montée de bruit importante. Alors, à moins que ce soit son retrait de bruit qu'il faudrait travailler. Et alors, pareil, alors c'est compliqué toujours de parler de la couleur, de la colorimétrie au niveau des images parce que c'est très, très personnel, surtout en SHO. C'est vrai que celle-là, bon, il a ses trois couleurs, donc il y a rien à dire là-dessus. J'aurais pas forcément choisi cette palette. Mais voilà. Donc, sur celle-là, les couleurs sont, moi, me plaisent, elles sont bien, je trouve. Ouais. Après, c'est très personnel, les couleurs. Donc Oui, 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 c'est pour ça que. En Voilà. tout cas, c'est bien équilibré au niveau, il y a du vert, il y a du jaune, il y a du rouge. Ouais, ouais. Ouais, il n'y a rien qui a été oublié. Il y a des petits défauts quand même généraux sur l'ensemble Ouais. qui sont un peu. Notamment le fait que l'image, pour moi, manque de dynamique. C'est-à-dire elle est trop Ouais. lisse. Le fond de ciel est trop remonté de manière générale. Et puis, alors ça, par contre, je ne sais pas ce que En vous bas, la tâche. pensez, mais en bas, il y a des espèces de traces. Alors, je ne sais pas si c'est des traces de donuts, enfin, c'est gros, mais quand même, mais Moi, je... de Ouais, reflets, ou je ne sais pas, mais ça il n'y a pas dû y avoir de flat parce qu'effectivement, en bas, il y a une tache rouge et bleue, on va dire, relativement cylindrique. Il faudra quand même dire, effectivement, la remarque de Thierry à la base, c'est qu'effectivement, toutes les images, sinon, sont quand même. On est là juste pour donner une critique constructive, Oui. pas une critique négative, parce que c'est évidemment ce qu'on va dire pour améliorer l'image. Si c'est juste pour entendre, elle est très bien, rien à dire. Bon. Alors, est-ce que vous avez, messieurs, dans tout ce qu'on a vu, une photo qui remporterait une forme d'unanimité, ou en tout cas une majorité suffisante pour qu'on puisse considérer que c'est la plus belle photo de l'ensemble? Les enfants, on va s'arrêter là, parce qu'on aura passé, même une fois monté, pas loin de 2 heures, voire 2 heures et demie ensemble quand même, c'est plutôt beaucoup, c'est pas mal. Je pense aussi au malheureux dos de Thierry qui doit souffrir le martyre depuis la fin d'après-midi et qu'on va, qu'on va aussi libérer. Donc, je vous remercie tous et puis j'espère qu'on se retrouvera pour une nouvelle émission avec un peu plus d'expérience pour un prochain Star Party. Merci beaucoup à tous. Merci. Salut. C'est